C'est la langue qui met les aliments dans les dents, 700 fois par repas. Tu fais 35 bouchées dans un repas à peu près. Si tu mastiques 20 fois, c'est 700 fois. Donc 700 fois 100 kilos. C'est là où on répartit les forces. Mais la langue met les aliments. Il y a les capteurs du goût. Pourquoi il y a les capteurs du goût? D'ailleurs, si c'est du poison, on le crache. On va dire, merde, quoi. Mais les capteurs du goût en forment le cerveau, je pense. C'est ça qui fait la satiété. Tu n'as plus envie. C'est parce que ta langue a indiqué, oula, bombe atomique, c'est une pâtisserie, prépare ton pancréas. Bonjour Philippe. Bonjour. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur Limitless parce que j'utilise le Mashouyu depuis plusieurs mois et j'avoue que c'est un petit objet qui a été assez game changer dans plein de choses. On va pouvoir aborder tous ces sujets. Mais j'aime bien démarrer ces podcasts par une petite question sur tes routines. Est-ce que tu as des habitudes matinales qui te permettent de te sentir en pleine forme et d'exprimer ton plein potentiel au cours de la journée? Les routines du matin, oui. Ça dépend quel matin de la semaine, si on est en week-end ou pas. En général, je me laisse porter. Je suis encore dans le lit, le réveil a sonné ou pas. Et je gère si c'est une journée où le temps est court, où le temps est long, je vais regarder si c'est 8h03 ou 8h10, il faut y aller. J'ai un peu ça. Après, moi, je me lève en général, je fais mon lit. J'aime bien quand les choses soient bien faites. Après, je fais ma toilette, douche, et tout ça. Brossage de dents avant de passer au petit-déj. Et puis souvent, en fait, je pratique quand même un jeûne intermittent depuis des années qui me convient tout à fait. Et donc, je prends du café sans sucre. Et puis, je vais à ma journée tranquillement. On est à pied maintenant à Bordeaux. Donc ça, c'est très, très relaxant aussi pour moi. Je suis à 8 minutes de mon cabinet dentaire et j'arrive en pleine forme. Et malgré le fait que tu fasses du jeûne intermittent, tu te brosses quand même les dents le matin? Oui. Ah oui, par souci de confort. C'est vrai que bon, par souci de confort, oui, moi j'aime bien avoir mes dents bien propres, quoi. Bon, Et je le sens, quoi. Je le sens avec Ouais. ma langue, je sens, si tu veux, je sens mes dents lisses, quoi, après mon brossage. Moi, je suis un clinicien, si tu veux. Donc moi, j'observe, je me touche les trucs, je serre les dents. Toi, je suis tout le temps en train de C'est comme ça qu'on a fait ma chouillou, d'ailleurs. C'est par esprit clinique. Comment cet enfant mastique, c'était assez particulier. Donc je suis aussi comme ça un peu sur moi. Je suis pas un maniaque ni rien du tout, hein. Mais voilà, c'est ma routine. Tu parles de comment l'enfant mastique et c'est vrai que aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les jeunes, tous les adolescents, etc., ils ont toujours des bagues, des appareils pour essayer de réaligner leurs dents. Pour autant, est-ce que c'est un problème moderne? Si oui, à quoi il est dû? Est-ce que nos ancêtres, ils avaient les dents désalignées et en fait, ils avaient juste pas accès à l'orthodontie et puis on était OK et c'est pas grave? Ou bien est-ce que chez eux, les dents, naturellement, elles étaient correctement mises? Qu'est-ce qui explique un petit peu tout ça? Alors, si on part dans l'histoire, pourquoi pas la préhistoire, on voit pas de crâne de la préhistoire avec les dents pas alignées. Elles sont toujours alignées. Elles sont usées. Il y a peut-être des maladies, mais elles sont toujours alignées. Il n'y a pas de dents en avant écartées. Et puis, il y a une étude qui a été faite sur les champs napoléoniens, figure-toi, dans les champs de bataille, où on a trouvé des squelettes, des crânes, et des orthodontistes autrichiens ont fait une étude entre l'alignement dentaire des soldats donc austro-hongrois à l'époque contre Napoléon et dans l'armée autrichienne aujourd'hui. Et c'est une catastrophe. Aujourd'hui, c'est bien plus mal aligné qu'il y a 200 ans. Alors pourquoi? Bon, évidemment, nous, on parle du fonctionnel, du stress. Nous, Machouillou, c'est vraiment cette histoire-là intervient là. C'est-à-dire qu'on est nos enfants, dès la maternité, on leur donne une tétine. C'est quand même un leurre quelque part. Il n'y a pas du lait qui sort d'une tétine, quoi. Direct, on leur met un interrupteur qui est donc c'est une succion non nutritive. Alors jusqu'à 1 an, c'est normal que l'enfant tète. Puis bon, les enfants, les parents ont besoin de dormir aussi. Il n'y a pas d'histoire là-dessus. Mais à un moment, donc on a des connaissances maintenant de posture, le centre de gravité du corps, et à un moment, l'enfant il marche. Et si à cet moment-là, donc il y a les yeux qui interviennent dans la posture, il y a les pieds, hein, mais il y a la mâchoire aussi. Et si on met une tétine dans la bouche d'un enfant, au moment où il marche, il y a son centre de gravité qui part en avant, ses pieds qui partent en dedans. Il y a tout un syndrome comme ça qui a été décrit depuis très longtemps.
Et donc, on peut dire aujourd'hui, pour répondre à ta question, que oui, il y a de plus en plus d'enfants qui ont besoin d'orthodontie, à la fois parce que on est de plus en plus stressé, on mastique de plus en plus vite, la nourriture est de plus en plus transformée, rien ne va plus, et aussi parce qu'on s'en occupe plus quand même, un petit peu. Il faut savoir gérer les chiffres quand même. Mais moi, franchement, on disait 70% d'enfants qui ont besoin d'orthodontie, je suis plutôt à 90%, quoi. On reviendra de toute façon à ces sujets de mastication, etc. Mais donc, la cause racine, ça serait l'utilisation de ces tétines. Moi, j'ai pas donné de tétines à mes filles, à aucune des deux d'ailleurs. Et l'aînée, aujourd'hui, elle a 5 ans. Mais étant donné qu'elle n'a pas eu de tétine, elle suce son pouce. Et c'est pas mieux, si? Je trouve que c'est mieux qu'une tétine par rapport à la déformation des dents. Mais c'est plus difficile de s'arrêter. Et bah exactement, c'est le problème que j'ai. J'ai même testé une espèce de vernis que tu mets sur Ouais, les ongles. ça marche Et, peu. et oui, Ouais, et puis en plus, c'est horrible parce ouais, que pour peu que, tu sais, les enfants, ils touchent la nourriture, etc. Et en fait, pour peu qu'elle touche sa nourriture avec ses doigts, eh bien, ça va contaminer un petit peu les choses ouais, et ça enlève quand même beaucoup du plaisir de manger. Je trouve que ça crée une espèce de relation un peu néfaste, tu vois, presque ouais, avec des moments qui devraient ouais. être des moments de qualité de partage. Il faut en discuter avec elle. Alors voilà, ben là voilà, 5 ans, génial. Il faut venir me voir à Bordeaux. Mais on peut faire une consultation aussi. Puis sur le site Machu, d'ailleurs, il y a des tas de conseils pour arrêter le pouce aussi. Euh, donc, moi, je travaille aussi un petit peu avec les énéagrammes. Je ne sais pas si tu connais cette méthode un peu de... Les tests de personnalité? Ouais. Et ben moi, on avait fait du stage. Un maître énéagramme était venu chez nous avec d'autres copains dentistes. Et je vais essayer de voir cet enfant-là de 5 ans. Est-ce que c'est un battant? Est-ce que c'est un sceptique? Est-ce qu'il faut lui expliquer les choses? Est-ce qu'il faut lui dire, bah, t'es grand maintenant, t'as des dents. Allez, il faut y aller. On arrête les tétines, on arrête le pouce et puis on va se mettre à mastiquer. Pourquoi pas avec un mâchouillou de 3 semaines ou de 3 mois pour l'aider à arrêter un petit peu. Et un autre, on va dire, bah, tu vois, quand il serre les dents, moi je peux couper. Et toi, alors je fais le test de la feuille, tu vois, je mets une feuille d'un post-it un petit peu roulé, je mets entre les dents, j'ai dit, t'arrives à l'attraper là? Il dit, ah mais non. Je mets un miroir et puis je lui dis, bah, tu vois, ça va pas. Tu as ton pouce là, mais ça t'empêche de couper maintenant. Comment tu vas faire pour manger un petit bout de saucisson, un truc et tac, ça peut marcher aussi. Tu vois, il faut montrer avec un miroir, dire, voilà, ça déforme tes dents et c'est gênant. Ça va être gênant pour un peu pour ta vie, il ne faut pas être catastrophiste non plus. Et c'est vrai qu'il vaut mieux que l'enfant soit avec toi, plutôt que de lui dire, allez, on va mettre du vernis, il faut dire, est-ce que tu as envie qu'on t'aide? Alors, pour certains, ça marche, pour d'autres, ça va être la récompense. Et tu t'arrêtes ton pouce, vraiment, on va être tellement fiers de toi, mais vraiment, ben, on va, et puis tu sais quoi faire. Voilà, je fais le même discours, si tu veux, avec un adulte qu'avec un enfant de 5 ans. Un adulte, je vais dire pareil. Vous voyez, vous ne pouvez pas couper avec vos dents de devant, votre mâchoire est décalée, ça craque là, vous ouvrez. Donc vous voyez, mais c'est parce que vous êtes décalé. Ah bon, mais je suis décalé? Ben oui, regardez. Et puis regardez, vous glissez à droite facilement, vous glissez à gauche, ça ne glisse pas. Vous mastiquez qu'à droite. Ah bon? Mais oui, c'est vrai. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Alors ça, je mastique toujours à droite. Et hop, c'est parti, la discussion est partie. Comment vous faites pour mastiquer? Et puis pourquoi vous mastiquez à droite? Alors maintenant, j'ai les moyens, j'ai mis au point des petits outils pour revoir la forme du crâne. Est-ce que c'est quand même dans sa structure depuis que l'enfant est petit? Est-ce que son crâne a été déformé? Est-ce qu'il y a eu des torticolis à la naissance? Est-ce qu'il y a eu les forceps? Ou est-ce que voilà, il y a des tas de choses, hein. C'est pas facile hein, d'entrer sur cette planète finalement. Et puis donc là, voilà pour ta fille, on pourrait dire quand même c'est un peu structurel. Elle a besoin de ces suctions. Donc là, on a besoin d'une équipe, l'ostéopathe, un kiné, pourquoi pas un psychologue. On peut travailler en équipe, un posturologue. Et puis un autre, on va dire, non, non, ça c'est que fonctionnel. Bon, écoute, tu as 50, t'exagères, hein. Le pouce, c'est quand même quand c'est un bébé. Et puis, moi, je leur dis souvent, il n'y a pas du lait qui sort de ton pouce. Ça sert à quoi? En plus, c'est sale. Tu vois. On peut, ouais, comme tu disais, on peut être un peu orthorexique aussi pour eux, parce que finalement, c'est sale, un pouce. Ah, mais dans une bouche d'enfant, il y a des tas de trucs digestifs qui vont se passer. Donc, voilà, c'est tout l'art de l'orthodontie fonctionnelle
on n'est pas dans l'esthétique. Il n'y a aucun jugement, surtout pas. On n'est pas en train de dire, t'as vu, c'est moche. Non, jamais tu vas dire ça à n'importe qui de 0 à 100 ans. Mais tu vas dire la vérité. Tu vas dire, bon, là, quand même, vous êtes décalé. C'est votre ostéopathe qui vous envoie parce que vous avez mal. Le matin, vous avez les cervicales un petit peu raides. Tous les matins, et l'ostéo a dit, c'est parce que je serre les dents. Et donc, je viens vous voir. Ben oui, donc voilà, donc on va donner une gouttière Mâchou Relax, on va leur expliquer à quoi ça sert, pourquoi c'est mou, pourquoi c'est ta mémoire de forme, comment ça se fait que ça va dans ta bouche, ça va dans la mienne, ça va dans n'importe quelle bouche, en fait. Donc, tout ça, je t'expliquerai si tu veux. C'est un calcul très particulier qu'on a mis au point. Et, et puis voilà, on explique, quoi. Il faut expliquer aux gens, il faut dire la vérité. Donc, effectivement, vous mangez trop vite. C'est mou, vous mastiquez toujours de même côté, vous serrez les dents, vous sucez encore votre pouce, il y a des adultes qui sucent leur pouce. Il se passe des tas de trucs, quoi. Ouais, t'inquiète pas, on va revenir de toute façon sur les adultes et toutes les recommandations que tu peux donner, tous les impacts qu'il peut y avoir. J'aime bien ce côté pédagogique. Je m'aperçois, et donc ça c'est une réflexion plus générale, qu'en tant que père, tu as un petit peu deux voies possibles. Soit tu essaies de faire obéir tes enfants, et ça c'est une escalade de la peur. En fait, tu vas commencer, tu vas lui dire fais ceci ou fais cela, l'enfant ne le fait pas, et donc tu vas arriver sur du chantage, peut-être des formes de violence psychologique, entre guillemets physique, si tu l'enfermes dans sa chambre, etc. Et en réalité, c'est quand même quelque chose d'assez inefficient. Et à l'inverse, mais ça demande de la créativité, de la patience, etc. Si tu fais preuve de plus de pédagogie, en fait, l'enfant, s'il n'écoute pas ce que tu lui dis, c'est parce qu'il n'en comprend pas le sens. Et donc, moi, j'essaie souvent plutôt que de lui imposer le cadre, de la faire adhérer au cadre. Et tu vois, je pense que parfois, l'éducation bienveillante, elle est mal comprise. On considère que l'éducation bienveillante, c'est l'absence de cadre, alors que pour moi, c'est pas l'absence de cadre, c'est plutôt l'explication et l'adhésion au cadre. Et c'est même quelque chose qui est reposant pour les parents, parce qu'une fois que tu as réussi à dynamiter un point de tension ou de friction, justement en lui permettant de comprendre pourquoi est-ce que tu attends ce comportement-là d'elle, eh bien, ça ne se repose plus jamais. Tandis qu'à l'inverse, si tu es sur ce côté plutôt management par la peur ou par le fait d'imposer de façon très descendante les choses, la même dispute, elle va revenir quasiment tous les jours. Et donc, j'ai la chance d'avoir une relation, j'ai l'impression, assez saine avec mes filles. En fait, on a rarement des disputes, des problèmes, etc. Et les fois où on en a, c'est souvent parce que moi, je suis fatigué sur le fil du rasoir et que justement, je n'ai pas la patience de lui permettre de comprendre pourquoi est-ce que j'attends ceci ou cela d'elle dans son comportement. Et ça s'applique pour le fait de lui faire comprendre qu'elle doit se laver les dents tous les jours, par exemple. Tu vois, au début, tu dis, elle veut pas. Tu lui dis, bah si, tu dois te laver les dents, etc. Mais si tu lui permets de comprendre ce qui se passe réellement dans ses dents, que tu lui montres des caries, que tu lui montres des enfants, des dents d'enfants complètement bouffées, et que tu peux même aller plus loin, là, pour le coup, dans la peur, en disant, après, il faut les arracher avec la pince. Là, je peux te dire que après, elle court à la salle de bain pour aller se les laver. Tu peux même le gamifier en disant, le premier arrivé à la salle de bain a gagné. Les enfants adorent cette notion de jeu. Et tu vois, c'est pareil, à table, sur le moment de manger, pour moi, c'est un moment de qualité, de partage, parce qu'on se retrouve tous en famille et il y a un côté communautaire. Et si elle ne se comporte pas correctement à table, c'est vrai qu'elle va être punie, etc., mais elle est exclue de la communauté. Donc, je lui dis, dans ce cas-là, tu vas manger toute seule sur ta petite table, parce que nous, dans notre communauté, on a envie que ce soit un moment et un espace de partage agréable pour tout le monde. Donc, pour moi, pour ta maman et pour ta sœur. Et voilà. Et donc petit à petit, je trouve que et donc c'est pour ça que je trouve que ton idée, j'en reviens à ça, d'explication pédagogique du pouce avec le miroir, le fait de découper, parce que cette compréhension de à quoi servent les dents, tu vois, initialement, je trouve que c'est intéressant. Et j'ai l'impression que malgré tout, tu vois, le fait de faire arrêter le pouce ou la tétine, c'est une problématique que beaucoup de parents ont et partagent. Et il y a plein de méthodes qui existent, etc. Mais c'est bien la preuve qu'il y a une difficulté à ce niveau-là. Et tu mentionnais le fait que le fait de téter une tétine, ça pouvait modifier la posture, notamment quand il commence à marcher. Tu as aussi évoqué des parallèles avec l'ostéopathie, la posturologie. Je pense que c'est quelque chose qui, pour la plupart de nos auditeurs, n'est pas forcément évident.
quel lien est-ce qu'il y a entre le fait, par exemple, de la succion, de sucer son pouce, etc., et puis la posture et le fait d'interagir avec notre environnement? C'est très simple. Encore une fois, il faut être observateur. Nos dents, notre occlusion finalement, les dents du bas sont sorties, les dents du haut sont sorties. Quand tu serres tes dents, n'importe qui dans la rue va dire « mais quand je serre mes dents, tout va bien ». Les dents du droite et de gauche. Et pourtant, on a une mâchoire qui est quand même en décalé, en avant, en arrière. Quoi. Mais cette occlusion, elle se fait. Alors, elle se fait quand? Parce que là, on parle, on n'a pas les dents serrées. Nos dents, elles se touchent très peu. Elles se touchent quand on avale sa salive et quand on mange, théoriquement. On ne serre pas les dents le reste des dents. Donc, quand on avale sa salive, on serre les dents. Donc, ça cale la mâchoire pour ne pas faire de fausse route, quelque part. Tout est logique là-dedans. C'est un acte dangereux d'avaler sa salive. Il ne faut pas que ça passe dans les poumons. Donc on ne peut pas, par exemple, inspirer, respirer en même temps qu'on avale sa salive. Impossible. Non, si tu ne peux pas, ça coupe ouais. Impossible. C'est un acte très particulier. Et on serre les dents. L'occlusion, elle se fait là. Si tu mets une tétine dans la bouche d'un enfant, un pouce, est-ce que tu peux serrer les dents? Non. C'est ça le péché originel. On empêche les enfants de serrer les dents quand ils avalent leur salive. À 1 an, 2 ans, voilà. Alors pourquoi au début, l'enfant, il naît, il n'a pas de dents. Et puis, quelque part, si on revenait un peu à la préhistoire, il va monter sur le ventre de sa maman jusqu'au sein, puis il va téter le sein. Et puis hop, c'est parti. Pour 1 an et demi, jusqu'à ce qu'un autre enfant serait arrivé. Et puis, vers 6 mois, il y a les dents du bas qui sortent. À peu près. Tu as vu les dents de tes enfants qui sortent à un moment. Et puis les dents du haut, les incisives, les dents de devant. Et là, c'est à peu près 7 mois, l'enfant s'assoit. Il a ses dents, ça fait du bruit quand ça tape. Il est là, il les touche, et il y a d'autres dents qui sortent, ça fait un peu mal. Il s'assoit. La posture commence là. Et il a libéré ses mains. À ce moment-là, le bébé, 7 mois, il prend des trucs, il les met à la bouche, il les jette, c'est dur, c'est mou. Voilà. Et puis, les dents, les molaires vont sortir après. 1 an. Molaires du bas, molaires du haut, les premières molaires de lait. Et là, il y a une occlusion, clac, ça tape. L'enfant se lève, comme si c'était un appui. C'est incroyable, ça correspond exactement. Et là, il marche. Mais si tu mets une tétine à ce moment-là, et qu'il le garde plus que 20 minutes par jour, éveillé, eh bien, il ne peut pas serrer ses dents. Donc il marche quand même. Mais c'est là où le centre de gravité du corps va partir en avant la plupart du temps. Ils vont avoir les pieds valgus. Ce sont les enfants qui sautillent. Ils marchent en sautillant. Et pourquoi? À cause du poids de la main? Oui, parce que c'est pas le poids, c'est la langue. Donc, elle ne peut pas se mettre... la langue, la maison de la langue, on va dire, pour un enfant, si on veut montrer ça comme ça, c'est le palais. Mais si tu mets ton pouce ou si tu mets une tétine, la place est prise. Donc la langue ne peut pas se mettre sur le palais. Donc double peine, il ne peut pas serrer les dents, et en plus il ne peut pas mettre sa langue où il faut. La langue, c'est 10 kg de force. 10 kg de force? 10 kg par centimètre carré. Tu appuies ta langue sur ton palais, si tu mets ton pouce en dessous, tu vas voir, ça devient super dur, quoi. C'est des grandes forces. Nous, on va parler de force avec Machouillou. On va parler des forces de la langue, on va parler des forces des lèvres. Donc l'enfant qui tète, il tète avec ses lèvres. La langue, le couple se fait langue-lèvre. Et il faut pas, et à un moment, quand l'enfant marche, il faut que le couple de la chaîne musculaire soit langue, mylo-hyoïdien, le plancher de la bouche. C'est là que qu'on se relève. D'accord? Et puis on continue, les dents sortent comme ça, et puis finalement, l'enfant, en plus on lui donne des choses un peu molles à manger, on est un peu pressé, l'autorité aimante, comme tu disais tout à l'heure, oui, c'est vrai, mais bon, il faut aussi qu'on montre l'exemple, pour faire les choses bien. Nous, on a élevé 4 garçons, et 4 pas faciles. Et bon, moi j'essaie de leur dire, tu me gênes, ce que tu fais, ça me fait du mal. Jamais je leur disais, ne fais pas ça. Enfin, on a fait ce qu'on a pu, comme tout le monde. Mais c'est cette histoire de dire, j'essaie de leur montrer que c'était pas sympa pour moi, quoi, de toujours brailler, d'être jamais à table, de faire n'importe quoi.
Donc, en même temps qu'il y a cette éducation rude, aujourd'hui, quand même, il y a cette disruption. Hein. C'est Bernard Stiegler, le philosophe, qui parle de ça. Il y a un flux d'informations énorme. Il y a du bruit, il y a des mouvements partout. Les informations sont énormes. Les enfants, franchement, il y a de quoi être stressé. Hein. Un enfant, c'est normalement avec sa maman, avec son papa, on mange, on dort. C'est pas du tout ça aujourd'hui. Hein. Donc on a en plus cet interrupteur là qu'on a inventé. On vend quand même 10 millions de tétines par an en France. C'est pas qu'un peu, hein, sur 600 et quelques mille naissances. Donc ça, c'est le symptôme pour toi du fait que les enfants sont un peu des éponges et qui captent tout le stress ambiant autour d'eux et donc qui sont plus stressés que par le passé. Pour beaucoup, je pense que oui, oui, oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait finalement? Bon, ben voilà, on est un peu hyperactif, choses comme ça, mais dans le crâne, il n'y a qu'un os qui bouge. C'est la mâchoire inférieure. Tous les autres os grandissent, bien sûr, changent de forme, mais il n'y a qu'un os qui bouge. Alors, où est-ce qu'il se place? Et normalement, il se place au milieu. Le milieu en bas est censé être en face du milieu en haut. Il est censé mastiquer. Alors, c'est quoi la mastication? C'est une mastication qui fait quoi? Qui prépare les aliments à être digérés. Parce que si on mange trop, on est malade. Enfin, c'est encore moi, je vis ça un peu comme ça. Il faut quand même se méfier de ce qu'on mange. C'est très bon. Si on mange trop, c'est des pharmacones, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il y a le poison dans la raison, quoi. Donc on mastique à droite, on mastique à gauche, alterné, on mastique devant. Voilà. L'articulation, c'est un os qui a deux articulations, la mâchoire du bas. C'est comme le bassin de l'autre côté de la colonne vertébrale. On ne marche pas comme des kangourous le matin. On n'est pas les deux côtés en même temps quand on sort du lit. C'est à droite, c'est à gauche. Donc il faut être alterné aussi en haut. Et là, la forme compote, la forme steak haché, le truc ne pousse pas à mastiquer alterné, longuement. Donc là aussi, il faudrait mastiquer. On peut faire ça scientifiquement. Il faut faire des petits morceaux pour que ça passe. La viande, les aliments, l'estomac digère ça très facilement, l'acide gastrique. Mais pas les sucres, par exemple. Pas les pâtes, la pizza, toutes ces choses-là, le pain. Si on avale tout rond des coquillettes, c'est pas digéré, quoi. Donc il faudrait mastiquer peut-être 25 fois et arriver jusqu'à l'insalivation. C'est-à-dire que la salive se mélange à l'aliment, parce que c'est digéré à 50% déjà dans la bouche, direct, c'est chimique. D'ailleurs, dans tes podcasts, dont j'en ai parcouru quelques-uns, j'adore ça, et c'est vrai que quand c'est alimentaire, il faudrait dire mastiquez, quoi, mastiquez-les. Et parce qu'on a vraiment l'amylase salivaire, qui est cette enzyme qui vient découper les sucres dans la bouche. Et ce qui est vraiment problématique, c'est que, comme tu l'as mentionné, les protéines, donc la viande, etc., que tu as tendance naturellement à plus mâcher parce qu'elle est plus ferme, etc. Et en réalité, ce qui a le moins besoin d'être mâché, par contre, tu parlais des coquillettes, du pain, etc., c'est tout mou. Et donc, c'est ce que tu vas avoir tendance à avaler tout cru. Enfin, tout cru, entre guillemets, ça tout rond, on va dire. Tout rond, voilà, plutôt, ouais. Alors que c'est ce qui nécessiterait le plus de mastication, quoi. Exact. Donc, un peu d'éducation. Les parents sont ébahis quand je raconte ça à un enfant de 3 ans en face de moi. Il dit « Ah oui, j'ai des dents à droite, j'ai des dents à gauche. » Presque qu'il se retournerait vers maman. Il dit « Tu ne pouvais pas me le dire. » Et il dit « Mais on ne nous a jamais dit ça. » Et donc, c'est ça, nous-mêmes, on est des combattants un peu. On est Mashouyu, c'est un petit soldat, en fait, qui a été fabriqué finalement nous, on l'a façonné avec les mains au départ. Et puis, on a rencontré Rémi Lantelme, un de mes amis, qui est prothésiste dentaire, et qui, lors d'une discussion comme ça, j'avais un problème pour faire des prototypes pas chers. Parce que dès qu'on fait un moule, c'était 100 000 € à l'époque. Donc, ça fait 10 ans d'ailleurs, en ce moment, que nous fêtons Mashouyu. Alors, tu peux peut-être expliquer ce qu'est le Mashouyu? Le Mashouyu, c'est un petit objet qui est en silicone mou, à mémoire de forme, qui va donc faire le sevrage. En fait, le premier Mashouyu, hein, c'est-à-dire qu'il est utilisable de 2 ans à 6 ans. C'est-à-dire quand il y a les dents de lait. On n'a pas encore perdu les dents de lait. Donc on a fabriqué ça. Donc je savais ce que je voulais faire, mais ça n'existe pas. Vraiment, il n'y a pas d'antériorité de ce truc-là. Et puis,
Donc je les essayais, parce que moi je soigne à peu près 600 patients en ce moment. Donc j'ai les petits frères, ça roule à longueur de journée. Et quand je vois un petit qui a une tétine, 3 ans, à un moment je disais, bon ben, prenez rendez-vous, parce que ça va pas aller, quoi. Et puis donc cette colère un peu, j'étais un peu en colère à l'époque, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi? Comment ça se fait que des enfants qui vont bien, ils sont en bonne santé, on est en train de leur donner une mastication horrible, alors que c'est un moment clé de la vie, quoi, de manger, boire, manger, respirer, c'est exactement de ça dont on va parler. Et puis donc, mon prothésiste, je disais, un peu plus large, un peu moins large, un peu plus long, évite-moi l'arrière pour libérer la langue. Et puis j'avais mes prototypes 3-4 jours après, que j'essayais, donc comme ça. Et puis on est tombé sur la forme, qu'on n'a pas changé d'ailleurs depuis 10 ans. Et puis on m'a dit, alors quelle taille elle a? Je dis, c'est incroyable, je dis, mais j'ai jamais mesuré mon truc. On a fait ça de façon pragmatique, quoi. Moi, je regardais, et c'est là où on s'est rendu compte quand même qu'on était un peu à contre-courant, mais plutôt, j'espère, à l'avant-garde. C'est que ce qu'on a fabriqué, donc le mâchouillou, donc c'est ça le mâchouillou, hein. Pour les auditeurs, évidemment, ils ne peuvent pas voir, mais enfin, pour toi, tu peux voir. Donc c'est un petit plan lisse comme ça, en silicone, tout mou. Et on me demandait la largeur. Alors on a calculé, ça fait à peu près 5 cm, mais pas vraiment. Et donc moi je suis parti du constat que finalement une IA par exemple était impossible de faire ça. Parce que c'est pas calculable. Il n'y a pas de 1, 0, 1, 0. Puisque ça a été fait, moi j'ai vu des muscles dans la bouche. J'ai vu donc les lèvres, la langue, comme on parlait tout à l'heure, les muscles masticateurs. Et donc ici, tu as quelque chose qui est incalculable. Alors bien sûr, aujourd'hui, tu le mets dans n'importe qui peut scanner ça, hein. Oui, mais tu l'as fait par itération successive plutôt Voilà. que par plan initial, quoi. Voilà. Et du coup, il peut aller dans n'importe quelle bouche. On n'a pas tous les éléments mâchouki, donc mâchou relax, aussi pour les grands, ça va dans n'importe quelle bouche. Personne ne m'a dit, il ne rentre pas dans ma bouche. Ce qui est un peu extraordinaire dans l'idée, mais j'ai fait pareil pour les grands. On les a essayés les uns après les autres, jusqu'à ce qu'on trouve, on dit, mais ça va dans la mienne, on les a essayés, on est les premiers cobayes de nos choses. Donc on est ici dans un objet humain, quoi, à l'ancienne. On a réfléchi. On n'a pas fait faire par des machines, quoi. Et donc concrètement, donc, effectivement, donc, disons que le mâchouillou, ça a la forme d'une mâchoire, c'est plat, ça fait quoi, 2 cm d'épaisseur. Comment est-ce que ça peut avoir une action de mettre ça dans la bouche d'un enfant? Alors, on a dit quoi tout à l'heure? Qu'il fallait serrer les dents pour avaler sa salive, qu'il fallait mettre la langue au palais quand on avale sa salive, donc en serrant les dents. Donc ici, j'ai fait donc un plan masticateur. Ça qui fait 2 mm, un peu plus de 2 mm d'épaisseur. L'enfant serre les dents ici. Alors que tout à l'heure, avec sa tétine, il ne pouvait pas serrer les dents. Et pour le serrer, comme c'est plan, on les a un peu roulés, il faut avancer la mâchoire pour le tenir. Hmm. Tu vois? Donc en fait, l'idée, c'est qu'il a le plaisir, entre guillemets, de la tétine, sauf que ça ne supprime pas le côté fonctionnel de sa mâchoire, contrairement à la tétine, quoi. Alors ça change le fonctionnement, parce qu'ici, il serre les dents, et la langue est bloquée. Et elle va se mettre sur le palais. Et on a ouvert à l'extérieur, parce qu'on sait que les années passent vite. Elle a déjà 5 ans. Et donc, dans quelques mois, ta fille, elle va perdre ses dents. Donc, et elle va avoir 4 dents qui vont pousser au fond, les dents de 6 ans. Donc, les molaires qu'elle gardera toute sa vie, qu'il faut bien frotter. Et donc, ici, on a prévu dans le mâchouillou l'évasement à l'arrière pour que la langue soit bloquée sur les incisives, mais libérée sur les molaires de lait et préparer la bouche à l'arrivée des molaires d'adultes. Et puis, il y a ce plan à l'extérieur, la boule ici. Donc, on a les lèvres s'appuient ici. Et quand on a les lèvres fermées, ben, on respire par le nez. Parce que quand on a une tétine, quand on l'enlève, ben, la langue elle reste basse presque tout le temps et l'enfant respire par la bouche. Donc s'il respire par la bouche, ben, le nez ne fait pas son travail. D'abord, il grandit moins, les sinus grandissent moins. Le nez, ça sert à quoi? Ben, à réchauffer l'air, à arrêter beaucoup de poussière par les cornets, le centrifugeuse. Ça humidifie l'air. Que si l'enfant respire par la bouche, ben, du coup, ça ne fait pas grandir trop ses sinus. La langue basse, ça ne fait pas conformer le palais. La langue est conformatrice du palais, c'est la langue qui fait grandir.
C'est un os bizarre, hein, cet os dentaire, hein. On peut avoir des dents dans tous les sens. C'est extraordinaire. J'admire à chaque fois mon métier quand je vois des bouches d'enfants ou d'adultes. On a des dents incroyablement dures, 98% de minéral. On a des muscles masticateurs, temporaux, masséters, il y en a d'autres, les ptérygoïdiens. 200 kilos par centimètre carré quand on serre de toutes ses forces. Et dans un os tout mou. On met des bagues, les dents se déplacent dans cet os. C'est incroyable. C'est la survie. On a prévu de ça, de dire, voilà, cette dent, voilà, si on serre trop fort, bon, ben, ça va décaler, mais elle ne va pas casser, quoi. Donc on garde nos dents toute notre vie, parce que dans ce modèle de féroce, finalement, de dents dures, si on mord, c'est horrible. Et puis on met des bagues, ça se décale, on met un mâchouillou, les dents se mettent en place. Alors ici, c'est extraordinaire, parce qu'on nous dit, mais c'est pas possible que ça se mette en place. Voilà, une machine ne peut pas comprendre ça. Parce que moi, je vois une langue, je vois des lèvres, les lip bumpers, on appelle ça. On écarte les lèvres pour que la langue ne travaille plus avec les lèvres. Eh bien, on a tout dans le mâchouillou. Et donc, dans quelques mois, on aura un mâchou plus, donc 10 ans après, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants, et franchement, je crois de plus en plus, je dirais même 30% quasiment d'enfants qui ont des tétines, qui ont la mâchoire décalée en arrière, bon ça c'est quasiment 100%, mais décalée sur le côté. Donc ça c'est plus grave là. On a le menton qui n'est pas en face du nez. Et donc on a fait le mâchou plus, donc ça va sortir dans quelques semaines, qui est exactement comme le mâchouillou, parce que finalement j'ai besoin de rien changer, mais on a mis des toboggans à l'intérieur, tu vois. Et donc, quand l'enfant met ça dans la bouche, il n'a pas mal du tout, il rigole, parce que c'est un objet très designé, tu vois, c'est joli. Et, clac, il n'a pas le choix, les toboggans vont mettre l'os mâchoire en face du maxillaire supérieur. Et pareil, langue bloquée sur le palais, libération à l'arrière. Donc, on va avoir le mâchouillou qui va persister parce que c'est notre best-seller, hein, en quelque sorte. Mais on a le mâchou plus pour les cas un peu plus graves, quoi, que je vois. Donc, c'est un peu notre travail. Il y aura d'autres innovations aussi. Tu parles de cas un petit peu plus graves, parce que c'est quoi les conséquences concrètement de ça? Donc, on en a parlé un petit peu sur. On va revenir après sur l'aspect respiration, l'importance de respirer par le nez, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, notamment une fois qu'on est adulte. Mais si on laisse de côté l'aspect respiration, tu as commencé à évoquer notamment les conséquences en termes de posture, de centre de gravité. Qu'est-ce que ça change concrètement? On a maintenant une génération, ils ont 30 ans, quoi, on va dire, et qui ont mal. Ils ont mal au cou, ils ont mal au dos, ils sont sportifs, mais ils ont toujours des tendinites ou les ischio-jambiers, ils sont toujours... Donc j'avais travaillé avec des rugbyman au Pôle Espoir à Bordeaux, et on était là pour éviter les blessures, en fait, chez des enfants de 15 ans, quoi. Donc c'est... Bon, ce sont des sportifs de haut niveau, hein, ils font... Donc les conséquences d'une mâchoire mal placée, déjà, peut-être qu'on en a dit de ne pas bien digérer. Tu ne peux pas dire à un enfant qui a une béance, c'est-à-dire que les dents ne se touchent pas, de mastiquer. Donc, mécaniquement, ça ne va pas. Donc il y a toutes les maladies, ils sont malades, ils ont mal au ventre, digestion, ça, il y a beaucoup d'enfants. Après l'ORL, là on fait des salons d'ORL maintenant, il y a les apnées du sommeil. Donc une bouche petite, en haut, il y a eu cette polémique aussi, heureusement on le fait moins maintenant, on extrayait les prémolaires pour aligner les dents en orthodontie. Dans les années 80, 90, 2000, on a enlevé 4 prémolaires, quasiment 3 enfants sur 4, pour faire joli devant. Et la langue n'est pas devenue petite. Donc elle est reculée dans une bouche petite, et ils se mettent à ronfler. Donc une mauvaise mastication, une tétine peut pousser les enfants entre le fait que ça ne grandit pas en haut et que ça recule la mâchoire du bas en arrière, mettre la langue dans une position d'apnée du sommeil. Donc maintenant, on calcule, d'ailleurs, tu dois avoir beaucoup d'amis autour de toi à qui on parle d'apnée du sommeil, non? C'est diagnostiqué maintenant et il faut le faire. Il faut être très très rigoureux là-dessus parce que c'est dangereux de faire des apnées du sommeil. Et bien, une tétine prépare un enfant à avoir des apnées du sommeil adulte, quoi. S'il n'en fait pas déjà petit.
Voilà, tout le combat est donc déjà directement dans le fonctionnement. Comment tu respires, comment tu avales ta salive, langue basse. Comment tu mastiques, je peux pas, je peux qu'à droite parce que les autres dents ne touchent pas. Et puis, plus on grandit, il y aura tout le côté postural. Alors moi, j'aime beaucoup le côté postural, où est le centre de gravité du corps quand on tient debout. Parce que finalement, c'est ça la posture. Quand tu es debout, tu tombes pas. Mais tu oscilles. Hein, on n'est pas comme des bâtons. Si on était comme un bâton, on tomberait. Donc tu oscilles. On te met sur une plateforme posturale. Tu vois ton centre de gravité qui bouge un peu. Alors, tout le travail du posturologue va dire, il bouge beaucoup. Il bouge un peu à gauche, un peu en arrière, un peu en avant. Voilà, c'est ça la posture. Et donc, on a des capteurs de posture. Donc, c'est là où intervient encore une fois le dentiste. Donc, les capteurs de posture où on peut jouer, c'est les yeux. S'il y a un œil qui diverge un petit peu, il va informer un peu mal au cerveau les verticales, par exemple. Donc, on va pencher la tête. On aura l'impression que c'est vertical. On est toujours en train de... S'il y a un cadre un peu tordu, un peu décalé sur un mur, ça nous inquiète. On a envie de le remettre droit. Parce que, tu vois, ici, dans un simple studio, très joli d'ailleurs, tu as vu le nombre de verticales et d'horizontales qu'il y a? La cheminée, les cadres, il y a partout. Parce qu'on est constamment en train de se repositionner, en fait. Donc, surtout quand on est debout. Donc, il y a les yeux, il y a les pieds, la peau des pieds. Ça peut informer, si tu es en flanc de colline, tu ne tombes pas. Même les yeux fermés, mais on va sentir le centre de gravité et on va se remettre dans le sens. Donc c'est la peau des pieds qui fait ça, mais parfois on peut avoir une jambe un peu plus longue d'un côté que de l'autre. Donc du coup, mauvaise information, tu ne tombes pas, mais ça te donne un centre de gravité qui se décale. Tu peux avoir, puis après il y a toute la vie. Tu es tombé, tu as eu une fracture, donc il y a des cicatrices, donc on compense, voilà. On ne tombe pas, mais on compense. Et la mâchoire. Donc la mâchoire, les capteurs de posture, c'est plutôt dans les ATM, c'est-à-dire les articulations temporomandibulaires. Donc c'est l'articulation entre la mâchoire inférieure et l'os qui a les oreilles. Et là, voilà, on est comme je le disais tout à l'heure, on est en inocclusion. Donc c'est d'ailleurs le plan du mâchouillou, c'est l'inocclusion. Tes dents du bas ne touchent pas tes dents du haut. Et c'est comme un gyroscope. Bon, on pourrait passer une seconde de plus. Si tu penches la tête comme ça, tu vas sentir que ça ne va pas. On a envie de se remettre. Donc, si par extraordinaire, on a mis son pouce trop longtemps et qu'on n'a pas bien mastiqué, parce qu'il y a des suctions du pouce qui ne sont pas graves. Si l'enfant mastique bien, on peut avoir des enfants qui dysfonctionnent avec un pouce, mais qui ont la mâchoire en place. Donc, ces cas-là, on leur explique les choses comme il faut. Mais si, par une succion du pouce, la mâchoire s'est décalée, par exemple, en arrière, eh bien, ça va informer ton cerveau que tu es en train de tomber, en fait. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu pars en avant. Donc, on voit ces petits-enfants les pieds en dedans. Souvent, ils ont la mâchoire en arrière. Donc là, le posturologue, qui est vraiment notre ami, c'est une vraie bonne formation à faire, va dire, il n'y a pas besoin de semelle ici. Il a les pieds en dedans, certes, mais ce n'est pas les pieds, c'est la mâchoire. Donc, eux, ils ont des tests à eux. Par l'absurde, ils peuvent déterminer quel est le capteur qui ne va pas. Et donc, voilà, on met des gouttières, on remet la mâchoire en place, c'est notre travail, quoi. Et donc, avec le mâchouillou, potentiellement, donc, tu vois, je reprends l'exemple de ma fille de 5 ans. Imaginons, elle a la mâchoire inférieure qui est décalée vers l'arrière. Elle commence à avoir ses compensations. Elle s'endort, elle dort la bouche ouverte. Donc, ça veut dire qu'elle respire par la bouche plutôt que par le nez. Il y a toutes ces compensations un peu négatives qui sont déjà en train de se mettre en place. Est-ce que si elle utilise pendant 6 mois le mâchouillou, par exemple, elle peut régler le problème sans avoir besoin d'orthodontie? Alors, il faut être scientifique. On va chez le posturologue, pourquoi pas. Enfin, c'est un peu pour tout le monde que j'explique ça. Bien sûr. Moi aussi, je prends l'exemple de ma fille pour tout le monde. Oui, évidemment. On a tous eu. C'est difficile. Enfin, c'est génial d'avoir des enfants. Moi, j'adore, mais... Et puis, il ne faut pas trop en faire. Il faut les laisser tranquilles aussi, par exemple. Pas les lever trop tôt. On parle de posture tout à l'heure. On est toujours fier, le papa, de faire marcher son enfant à 1 an. S'il n'est pas prêt, laissez-le rentrer. Oui, il faut qu'il fasse ses réflexes archaïques, etc. J'avais déjà fait des épisodes sur le sujet. Il faut les laisser rentrer. Avec Paul Landon, par exemple. Voilà, génial. Tout ça, c'est du bon sens, en fait. C'est du bon sens, c'est du bon sens qu'on perd aujourd'hui. Oui. En fait, on a une pression sociale
quant au fait de me dire que notre enfant, il a été le premier à faire ceci, le premier à faire cela, etc. Et les autres te renvoient un petit peu cette pression, genre ah il a 1 an, il marche toujours pas, hein, nana. Exact. Et donc t'achètes un trotteur pour justement le faire marcher plus vite, et en fait tu passes à côté du truc. Enfin, c'est lui qui passe à côté Bah du oui, truc. c'est lui qui passe à Alors, côté c'est du dans le truc. cerveau. Bon, on voit pas le cerveau, le corps calleux entre le cerveau droit et le cerveau gauche qui se forme à ce moment-là, les jonctions. Il faut surtout pas aller trop vite. Alors, donc, on est scientifique. Ben, tu vas chez le posturologue, on va dire, parce que lui, il a du matériel sur sa plateforme posturale. Tu mets ton enfant sur la plateforme. On voit où est le centre de gravité. Tu mets un machou plus dans la bouche. Dans la seconde, tu vois si ça s'améliore ou pas. En général, ça s'améliore à tous les coups. Si ça... Donc c'est très scientifique. Tout ce qu'on fait, nous, on n'est pas dans l'esthétique. On s'en fiche complètement. Dans mes cours, je dis, on oublie l'esthétique. On regarde les usures des dents, on regarde s'il peut couper, est-ce que c'est décalé. Et s'il y a besoin de travailler, on travaille. Parfois, il n'y a pas besoin. Parce que du coup, il y a cette pression aussi dont tu parles, esthétique dentaire pour les adultes. Et parfois, on peut vivre très naturellement, aucun problème, en torsion. Un petit peu. Il y a des crânes, on n'est pas symétrique, quoi. Personne n'est symétrique. Alors moi, je dis il faut un fonctionnement symétrique, mais la bouche n'est pas obligée d'être symétrique. On peut avoir des problèmes de structure. Et la mâchoire, on est en survie, l'os mou qui nous déplace un peu ces dents-là pour que les articulations marchent bien. Et finalement, on a une dent un peu tordue. Le milieu en bas n'est pas en face du milieu en haut, mais c'est équilibré. Le patient, la personne mastique bien, à droite, à gauche. On ne fait rien. On ne fait rien, surtout sur quelqu'un comme ça. Il faut pas, et même si lui vient, il dit bon, si vous voulez faire quelque chose, en faites une couronne, si vous voulez vraiment faire l'esthétique. Mais surtout, pas d'orthodontie. L'orthodontie peut poser des problèmes. Est-ce qu'il y a un outil, est-ce qu'il y a un autodiagnostic que nos auditeurs pourraient faire là, une fois adultes pour savoir justement si globalement c'est OK ou c'est pas OK? Comme tu m'as dit que le critère esthétique n'était pas forcément le problème, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire là maintenant pour se dire bon bah a priori c'est OK ou c'est pas OK? Oui, déjà, il peut faire attention quand il mange. Donc, est-ce qu'il mastique toujours du même côté? Est-ce qu'il ne mastique pas? Est-ce qu'il mastique 20 fois, 25 fois chaque bouchée ou 7 fois? Après, on peut faire des... Alors, moi, j'aime beaucoup les photos. Les photos, et c'est reproductible. Donc, on serre les dents, on prend une photo. Donc, on peut s'écarter les lèvres avec les dents serrées. Donc, dents serrées, on voit les dents du haut et les dents du bas, ou alors on ne les voit pas. Déjà, ça nous informe, oula, la mâchoire, dis donc, des dents, quand tu serres tes dents, on ne les voit plus. On est en supracclusion. 80% de la population est un peu comme ça. On a trop serré les dents et on ne les voit pas. Donc déjà, on a un diagnostic. Après, on va regarder si le milieu en bas est en face du milieu en haut. Donc on regarde les dents, là, cette fois-ci. Et puis, l'autre photo, c'est bout à bout incisif. Donc on glisse en bout à bout. Est-ce que là, il n'y a qu'une dent qui touche? Ou est-ce que ça ne se touche pas? Pour un enfant qui suce un peu, tu vois, on le met en avant, on dit, tu vois, ça ne se touche pas. Tu prends la photo, on revient dents serrées, on glisse à droite sur les canines, on prend une photo, on glisse à gauche, on prend une photo. Rien que ça, je peux te dire, il respire par la bouche, il mastique toujours du même côté, il est stressé, la langue est basse, parce que les dents vont être le reflet, vont être un outil de diagnostic, en fait, en orthodontie fonctionnelle. Pas forcément en dentaire, c'est vrai que c'est tout un travail encore à faire. Je ne vais plus trop à la fac non plus, parce que je perds mon temps un peu. Désolé mes profs, mais c'est compliqué. On sort de fac, on ne sait pas que ça sert à manger les dents, quoi. Est-ce que tu as déjà vu un dentiste qui te posait la question de quel côté vous mastiquez? Est-ce qu'on t'a parlé de mastication? Jamais. Mais de toute façon, pourtant, là, je viens de sortir un épisode avec un cardiologue. Il a fait 10 ans de médecine, sa spécialité en cardiologie, etc. Et il n'a jamais eu limite de cours sur la nutrition. Alors que, bon, c'est... Sur la ventilation. Enfin, Cœur-poumon, ça part. En même temps, j'ai eu la même discussion avec un cardiologue aussi. Bon, c'était une parenthèse, mais donc... Ouais, donc finalement, une fois adulte, les deux choses un petit peu de diagnostic les plus importantes, c'est 1, la langue au palais, et 2, le fait de bien mastiquer des deux côtés. Alterner, alors on peut déjà ce serait pas mal, alterner, et on peut rajouter les dents de devant.
Alors, ce petit enfant donc, qui sortait tout à l'heure de la préhistoire, donc les dents sortent, il marche, parce que les molaires sont sortis. Et puis finalement, ben, les dents sont sorties, la maman va le mettre par terre, et puis il va les manger avec les grands. Donc, on va lui donner un petit bout de carotte, un petit bout de racine, un peu de viande sur un os, et il va se mettre à se servir de ses incisives. Les incisives, c'est les ciseaux. Donc, il faut s'en servir. Donc, voilà, on va lui donner un petit os, et puis voilà, il va se faire son occlusion. Il va couper un morceau, ce sera un peu dur. Il va mâcher d'un côté, il n'y a qu'un morceau. C'est pas de steak haché, c'est pas du yaourt. C'est la nourriture de base, quoi, enfin, je veux dire, ancestrale. Donc, ça fatigue, on va passer de l'autre côté. Ça refatigue. Hein. Et puis ce petit enfant, ça va être, il va être l'admiration de ses parents. Lui, il va être super content. Il va être avec les grands à table en mangeant à peu près comme eux. Et pas, on reste pas avec un biberon jusqu'à tous les matins ou une gourde, parfois à midi. J'ai vu, je sais plus qui faisait des. Grosso modo, il fait ton steak haché, tes carottes et tes trucs, tu mets dans une gourde et il mange comme ça, le gosse, le midi. Et la gourde est nettoyable. C'est scandaleux, ce truc pareil. C'est-à-dire que l'enfant, il n'y a plus aucune mastication. À partir de quel âge est-ce que tu penses que ça peut être justifié d'avoir des aliments un petit peu Alors là, encore soyons fonctionnels, ben, quand il y a des dents. Donc, à 2 ans, quoi. À 2 ans, les 20 dents de lait sont sorties. Bon, ben là, on commence quand même à arrêter les suctions. Donc, les suctions non nutritives, si on veut être scientifique, on va dire, je dirais, quand l'enfant marche, bon, s'il marche à 18 mois, il marche à 18 mois. Donc là, on arrêterait les suctions non nutritives. On peut garder encore les suctions nutritives, mais on mixe déjà la nourriture, des choses comme ça. Et puis à 2 ans, l'enfant, ben, il marche, il sait monter un escalier, il sait le descendre, ben, il a son équilibre, tout ça. Bon, ben, il faut essayer qu'il mange comme les grands. Bah, en plus, c'est beaucoup plus simple. Enfin, moi, j'ai jamais acheté de petits pots pour bébé et j'ai jamais cuisiné spécialement pour mes enfants. En fait, ils ont toujours mangé la même chose que nous. Donc, effectivement, quand elle a 6 mois que tu commences à la diversification alimentaire, je mixais quand même, tu vois. Oui, oui, c'est normal. Maintenant, c'est juste. Mais tu savais ce que tu lui donnais. Mais déjà. Et puis, ça fait longtemps quand même que elle mange la même chose, juste coupée en petits morceaux, mais coupée à la main, tu vois. Donc, je parle de la petite, elle a 2 ans maintenant. Enfin, elle va avoir 2 ans. Mais peut-être que ça fait 6 mois déjà, peut-être même 1 an, qu'elle a plus de la nourriture mixée. Qu'en fait, c'est moi qui coupe en petits morceaux, tu vois. Super. Puis, Et d'ailleurs, ma grande de 5 ans, elle prend des carottes entières dans le frigo, mais pas cuites ni rien. Et puis elle les mange comme ça, elle les croque. Ouais. Et donc, tu as ce côté mastication, mais aussi satiétogène. Parce que tu parlais de la fatigue, etc. Mais c'est aussi ça. D'ailleurs, moi, je mange pas normalement de céréales. Quand je dis céréales, je parle pas des céréales pour le petit-déj, mais tu vois, de pâtes ou ce genre de choses. La plupart du temps. Mais ça m'arrive une fois de temps en temps. Et donc, la dernière fois, je sais pas, il y a peut-être 1 mois, j'ai mangé des spaghettis. Et ça m'a marqué parce que, en fait, j'avais fait un gros trail, donc j'avais fait pas mal de sport, etc. Et donc, je m'étais fait une énorme plâtrée de pâtes avec de la sauce, du gruyère. C'était dans un contexte familial, donc j'étais avec. Voilà, c'est pour ça que j'en mangeais. Et malgré le fait qu'il y avait très objectivement peut-être 1500 calories dans mon assiette, ce qui était colossal, j'ai avalé ça peut-être en un quart d'heure ou 20 minutes. Et après, j'avais encore faim, tu vois, parce que la sensation de satiété n'avait pas eu le temps d'arriver à mon cerveau. C'est ça. Donc, outre le côté, tu sais, on parlait tout à l'heure de la mastication, de la digestion, outre ce côté-là, il y a aussi le fait que tu engrammes beaucoup, beaucoup plus de calories parce que tu n'as pas le temps de ressentir la faim. Alors qu'à l'inverse, quand je me fais, tu vois, le midi, souvent, j'aime bien me faire des grandes salades de légumes variés de saison, plutôt crues. Et bien évidemment, ça nécessite beaucoup plus de travail de mastication parce qu'ils sont crus, donc ils nécessitent d'être coupés, découpés, voilà. Donc je mange ça peut-être avec des œufs, des sardines, des noix, un petit peu de fromage au lait cru. Et naturellement, en fait, je vais ressentir la satiété. Je sais pas si c'est plus vite ou si c'est parce que mon repas dure plus longtemps. Mais je pense que c'est peut-être à mélanger. Alors, je pense, à un moment, je faisais de l'orthodontie de groupe. C'est-à-dire que je prenais 6 enfants par 6 le mercredi après-midi, puis on faisait 1 heure, là, les parents apportaient les enfants. Et donc là, et notamment, il y avait un exercice de mastication. Donc, je leur donnais des biscuits, voilà, pour être simple.
Et puis du genre, je vais en donner un. Le temps que je fasse le tour de donner le sixième, le premier, il avait déjà mangé le premier, entièrement. Alors, je dis, ah ben, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, alors, je dis, bon, maintenant, c'est un exercice. Alors, je lui dis, alors, comment t'as trouvé ton biscuit? Elle dit, ah, c'était bon. Mais il était fait avec quoi? J'en sais rien. C'était bon, quoi, voilà. Il avait mangé ça à toute vitesse. Alors, pour les autres, l'exercice, c'était de mastiquer que avec les incisives, que les dents de devant. Donc là, Ça va être super dur parce que tu peux pas écraser ni rien. un biscuit. Ah, un biscuit, pardon. Un biscuit. Alors, ils n'étaient pas en béance, hein, on les avait déjà suivis depuis 6 mois au moins. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ta mastication? C'est la langue qui met les aliments dans les dents, 700 fois par repas. Tu fais 35 bouchées dans un repas à peu près. Si tu mastiques 20 fois, c'est 700 fois. Donc 700 fois 100 kilos. Donc c'est là où on répartit les forces, si tu veux. Mais la langue met les aliments. Il y a les capteurs du goût. Pourquoi il y a les capteurs du goût? Déjà, si c'est du poison, on le crache, on va dire, ou amer, quoi. Mais les capteurs du goût en forment le cerveau, je pense. C'est ça qui fait la satiété, que tu n'aies plus envie. C'est parce que ta langue a indiqué, oula, bombe atomique, c'est une pâtisserie, prépare ton pancréas. Donc voilà. Oui, tu as même la phase pré-insulinique qui commence déjà à précharger, entre guillemets, l'insuline, etc., au regard de ce que tu t'attends à manger. Voilà, parce qu'il y a des capteurs de la langue, du palais. Et bien ces gosses-là, que par les incisives, j'ai dit, alors, qu'est-ce que tu as ressenti? Là, ils disaient tous, c'est salé. Tu as toujours des petits salés, des petits beurres. Ah ben il y a du beurre. Ah ben c'est sucré. Ben voilà. Donc, il avait l'information. Donc partant de là, j'ai soigné à un moment Jean-Luc Rochat, qui est un meilleur ouvrier de France, et sa fille, justement, qui était testeuse de mâchouillou. Donc elle avait arrêté son pouce, justement, avec un prototype de l'époque. Et donc j'ai dit, chef, j'aimerais quand même que vous fassiez des recettes pour nous, pour faire manger des enfants, pour les faire croquer, tout ça. Et on est parti avec lui sur le format un peu frites ketchup, tu vois. Donc on mange avec les doigts. Donc tu disais tout à l'heure la carotte, génial. Et puis et finalement, donc sur le site Mâchouillou, à un moment, il y a marqué recettes, si tu vois, dans la section Mâchouillou. Et tu as des recettes d'un chef meilleur ouvrier de France, quand même, et qui nous a fait donc comment faire une barre céréales à la maison avec ce que tu aimes. Si tu aimes des figues, tu mets des figues. Si tu aimes. Et puis il y avait bien sûr les légumes crus, mais lui, il avait mis une petite sauce, une petite crème à lui. Et puis là, tout simplement, à ta fille, la prochaine carotte, tu dis, tiens, tu as des dents à droite, tu as des dents à gauche aussi. À droite, à gauche, amuse-toi, devant. Voilà. Et là, 2-3 mastications, peut-être, allez, on va dire 2-3 repas, peut-être que le cerveau va enregistrer qu'il faut alterner. Ah, donc, ça suffit de reprogrammer le truc. C'est normal ce que je raconte. Il y a des dents à droite, il y a des dents à gauche. C'est pas incroyable, quoi. Si on arrive à avoir... Donc la forme donne la fonction, on va dire, un petit peu. Donc voilà, mastic à droite, mastic à gauche. Donc tout ça, c'est un peu ce on parlait avant de commencer sur ce format que tu proposes des podcasts où on a un temps long, on peut prendre son temps, on peut l'écouter puis conduire en même temps, enfin si on veut, choses comme ça. Et donc on a... Et nous, dans notre site Mâchouillou, on donne tout. Il y a des fiches techniques, il y a quelqu'un qui veut passer 1 heure sur le site, avec son enfant par exemple. Il y a des vidéos qui expliquent, il y a des tas de choses. Avant de dire, bon, peut-être il y a les recettes. Tu vois, on donne tout. Après, c'est pas... nous, l'argent, évidemment, il faut les fabriquer, il faut les vendre, mais c'est pas notre préoccupation, quoi. Notre préoccupation, c'est de faire quelque chose de correct et puis surtout d'être moins en colère, quoi. Parce que là, les retours, il y a 70% d'enfants qui arrêtent la tétine direct. Il faut les aider parce que c'est pas facile, quoi. Puis on n'a pas le temps. On comprend bien. Nous-mêmes, on a été parents. On l'est encore d'ailleurs, même s'ils ont ton âge, je pense. Et c'est pas forcément facile. Mais donc, ce temps long, ces explications, voilà. Eh bien, quand on veut. On écoute. Il y a des moments où c'est pas le moment, quoi. Et donc on a essayé de tout donner et on continue ce travail. On va voir les salons, choses comme ça. On passe notre temps à essayer de donner des conseils.
Et c'est vrai que sans outils, c'est quand même compliqué. Le conseil est de dire, bon voilà, arrête ta tétine parce que tu peux pas couper, tout ça. Son cerveau, quand même, il a été bien manipulé, quoi, hein. Depuis qu'elle est bébé, dès qu'elle pleurait, on lui donnait ce petit interrupteur, là, quoi, hein, et ça l'a rassurée. Alors, quelque part, si ça dure trop longtemps, moi, je suis persuadé que pour beaucoup d'enfants, pas pour tous, évidemment, mais on peut créer des capricieux. Il y a un problème, il y a une solution. Bon, donc, après, il y aura un problème, bon, pourquoi pas, ils vont fumer une cigarette. Pour se calmer, en quoi ça calme, quoi. Donc c'est juste des gestes. Donc sans outils, c'est-à-dire que le mâchouillou, par exemple, dans la bouche, il faut l'oublier. On conseille de le mettre pendant les devoirs, pendant l'histoire du soir, quoi, des petits moments. C'est pas la peine, comme un repas, c'est 20 minutes, si tu apprends à bien mastiquer à ton enfant, ça peut suffire. Ça peut suffire, parce que donc comment c'est pas quand on apprend, enfin les apprentissages, ça se fait en plusieurs phases. Vous connaissez ces gestions d'apprentissage là, et donc cet apprentissage va mieux se faire si le cortex, si l'intelligence est occupée. Donc tu mets ton mâchouillou plus dans la bouche, ton mâchou relax, tu respires par le nez là, si tu serres les dents, parce que ça passe plus. Bon. Et puis tu écoutes l'histoire des parents. Gentiment avec ton doudou, mais tu n'as pas mis ton pouce dans la bouche, tu as mis le mâchouillou à la place. Et puis tu avales ta salive. Ben voilà, le cerveau profond qui fait qu'on respire, qu'on est à 37 degrés, qu'on survit, c'est pas l'intelligence, hein, qui s'occupe de ça, heureusement. Donc on va dire le reptilien, comme on l'appelait avant, le limbique. Eh bien, ce cerveau va faire son apprentissage mieux si le cortex est occupé. Donc, dire à son enfant qui a la bouche ouverte, enfin, l'orthophoniste a dit de fermer la bouche, ferme ta bouche. Le gamin, il est content, il dit oui, je ferme ma bouche. Une seconde après, il la réouvre, parce que le cerveau dit non, mais on respire par la bouche, on ne va pas rester comme ça. Alors tu lui bouges, là, tu as l'outil qui ferme. Il y a plein d'autres outils. Tu peux mettre un petit bâtonnet entre les lèvres, par exemple. C'est un exercice de kiné formidable. Moi, je le fais faire, j'avais fait faire à un de mes fils. Et il l'oublie, mais il respire par le nez. Il met la langue au palais, parce que du coup, ça se fait tout seul. Oui, donc tu réinitialises un nouveau schéma respiratoire naturel. Sans passer par l'exercice répétitif, je te l'ai déjà dit 50 fois, par l'énervement, un truc comme ça. Non, ça marche. Tous les parents nous le disent, quoi. De toute façon, en plus, la respiration, c'est peut-être c'est le seul système qui appartient à la fois au somatique et au système nerveux autonome. Donc, c'est aussi ça qui le rend ambivalent. Et donc, notamment chez les adultes, la respiration nasale la nuit, elle est extrêmement importante. Notamment, tu parlais de tous les rôles du nez, etc. Et évidemment, c'est des choses qui sont importantes. Mais particulièrement dans le sommeil, j'ai vu plusieurs études qui montraient que la respiration buccale, elle est quand même liée à une respiration qui est beaucoup plus thoracique, qui est normalement une respiration qu'on adopte lorsqu'on est dans une activité sportive, physique, dans une notion de stress. Donc plutôt d'activation du système sympathique, le système combat-fuite, et donc que cette respiration buccale, elle empêche mathématiquement d'arriver dans des stades de sommeil plus profonds. Et donc la durée de sommeil profond chez les gens qui respirent par la bouche est beaucoup plus faible, ce qui fait qu'évidemment on a un sommeil qui est beaucoup moins réparateur, récupérateur, régénérateur, alors même qu'on a l'impression de dormir. Et la problématique, c'est que pendant que tu dors, tu ne peux pas contrôler consciemment ta respiration. D'où cette mode un peu promue par le biohacking du mouth tapping. Ouais, ouais. Donc tu te mets un scotch, etc. Moi, je l'ai fait pendant un temps pour réinitialiser justement mes schémas respiratoires. Il me semble que je respirais par le nez pendant la journée. Et lorsque je m'endormais le soir, je respirais par le nez aussi. Mais pendant la nuit, il y avait un switch qui se faisait à un moment donné, peut-être parce que le flux d'air était peut-être pas suffisamment dans mon nez. Au bout d'un moment, j'avais l'impression que ça s'obstruait un petit peu, tu vois. Et cette obstruation faisait que naturellement, je manquais d'air et donc je passais à une respiration buccale. Probablement parce que, tu vois, j'étais peut-être à 70 nez, 30% bouche. Et ce qui fait que les 70 nez n'étaient pas une demande suffisante pour, avec l'oxyde nitrique, etc., dilater suffisamment les vaisseaux et qu'au bout d'un moment, tu vois, il y avait une espèce de constriction qui commençait à se faire. Et donc, quoi qu'il en soit, je l'ai constaté notamment parce que je me réveillais pendant la nuit et j'avais soif, j'avais envie de boire.
Et donc ça, c'est vraiment un signe du fait de respirer par la bouche. Et donc j'ai fait le mouth tapping. Et ça a clairement amélioré mon sommeil. Moi, j'aime bien mesurer les choses aussi. Et donc, à cette époque-là, j'avais une bague Oura qui me permettait de mesurer plein de données physiologiques, des cycles du sommeil, etc. Et même indépendamment des cycles du sommeil, de calculer notamment la variabilité de la fréquence cardiaque, qui est une métrique assez intéressante pour voir quel est le niveau de récupération du corps. J'ai amélioré ma VFC par le mouth tapping. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Et après, je pensais que j'avais réinitialisé mon mode respiratoire par défaut, donc j'ai arrêté de le faire. Et ça a tenu pendant quelques semaines. Et malgré tout, j'ai mes anciens schémas qui sont revenus par la suite, tu vois. Et ce que j'adore d'ailleurs avec le Mashou Relax, c'est que c'est beaucoup plus agréable que de se scotcher la bouche. Et pour autant, ça t'oblige. Donc le Mashou Relax, pour la parenthèse, c'est la version du Mashou You pour adultes. De toute façon, on va détailler un peu mieux ça après. Mais ça t'oblige naturellement, étant donné que la bouche est bloquée, à respirer par le nez, mais sans avoir ce côté un peu désagréable d'avoir le scotch, etc. Parce que c'est pas une gouttière qui te bloque la mâchoire, tu peux l'ouvrir si tu as besoin, t'es pas gêné, quoi. Alors, l'avantage, enfin le plus, on va dire, le mouth tapping, je connais, c'est pourquoi pas, hein. Mais le Mashou Relax, donc, comme le Mashou Kid, comme le Mashou Plus, maintenant, avance ta mandibule en avant. On te met en bout à bout incisif. Donc ça avance la langue. Donc ça libère les voies aériennes supérieures. Donc c'est plus facile de ventiler par le nez. C'est une orthèse d'avancée mandibulaire physiologique. Pour les apnées du sommeil sévères, on fait soit la pression positive, on envoie de l'air avec une machine, soit on fait des orthèses d'avancée mandibulaire. Le dentiste fait une gouttière en haut, une gouttière en bas, avec des petites biellettes en arrière qui te propulsent. Donc on fait avancer la mâchoire. Mais ce n'est pas physiologique, quoi. Le problème de tous ces matériaux-là, enfin de tout ce matériel, c'est l'observance. C'est-à-dire que les gens le font un mois, 2 mois, mais le problème c'est que ça n'éduque pas. Donc si on s'arrête, on revient effectivement dans son schéma. Donc avec le Mashou Relax, effectivement, d'abord c'est tout léger, ça tient dans une valise. Ça se transporte facilement, ça se lave à l'eau. Et donc ça a l'avantage. Nous, on est très ostéopathe aussi. Donc la mâchoire en bout à bout incisif fait que les temporaux sont neutralisés. Si tu serres sur les molaires, ça travaille. Si tu serres sur les incisives, ça ne travaille plus. Il n'y a plus les 200 kilos. Donc on neutralise les temporaux. Donc là, on est bon normalement pour les douleurs cervicales du matin. Quand les gens se réveillent, qu'ils ont des raideurs de nuque, mais vraiment, quoi, c'est douloureux, c'est qu'ils ont serré les dents la nuit. Grande chance, en posture, voilà, on parle de posture. La nuit, tu es allongé. Tu es dans le noir, donc il n'y a pas les yeux, il n'y a pas les pieds. Mais il y a encore le capteur de posture. Alors, de quel côté tu te couches? Il y a les sinus, il y a des tas de trucs comme ça. Donc ici, on positionne la mâchoire, elle est neutralisée dans une position neutre et qui t'aide à ventiler par le nez. Donc tu dors mieux. Parce qu'il y a les cycles du sommeil dont tu parlais. Donc quand on s'arrête de respirer, il est normal d'avoir 4-5 apnées par heure. Hein, tout le monde le fait, ça un peu, apparemment. Mais si tu arrêtes de respirer, donc une apnée du sommeil, le taux d'oxygène dans le sang diminue. Donc tu es en train de mourir. Donc le cerveau se réveille. Et c'est là que tu te remets à respirer, en faisant du bruit ou pas. Mais tu as bousillé ton cycle du sommeil, parce que tu es en micro-réveil. Donc tu ne fais pas ton sommeil profond, ton sommeil pré-paradoxal, paradoxal, ainsi de suite. Les cycles du sommeil en 1h30 à peu près. Donc c'est vrai qu'une mauvaise ventilation, donc une respiration buccale, peut t'empêcher de faire des cycles du sommeil profond. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très très sérieux. Et tu as fait des études avec le Mashou Relax chez des patients qui ont des apnées du sommeil? Oui. On en a quelques-unes. Alors c'est difficile de faire un truc scientifique. J'ai pas 200 personnes, 100 qui en mettraient pas, 100 qui en mettraient. On va travailler pour nous. Mais si on a des auditeurs qui ont des apnées du sommeil qui veulent essayer de nous faire un retour, ça peut être intéressant. Oui. Alors c'est simple, il faut faire une polysomnographie avec le Mashou Relax ou le Mashou Kid. Donc on a des retours sur le Mashou Kid, c'est-à-dire pour les enfants de 6 à 11 ans. Et c'est toujours amélioré. Donc on refait une polysomnographie avec le dispositif en bouche, donc le Mashou Relax, le Mashou You, et c'est toujours amélioré.
Maintenant, voilà, toujours améliorer. Est-ce que c'est suffisant? Alors voilà, là, il faut être toujours scientifique. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut quand même aller voir un ORL pour faire le plus? Beaucoup d'amis, moi aussi, ils ont l'application iRonfl, je crois, sur leur téléphone et c'est amélioré. Il y a aussi WeThings, qui est une marque de- de- d'objets connectés et notamment qui a un truc qu'on met sous le matelas et qui permet Ah de oui. calculer un peu les cycles du sommeil, etc. Je ne sais pas si c'est hyper précis sur les cycles de sommeil, en tout cas pas autant qu'un dispositif médical. Par contre, ils sont quand même accrédités, je ne sais pas quel est vraiment le terme, mais comme dispositif médical pour détecter les apnées du sommeil. Mhm. Donc ça peut Bah, être et ça ouais, coûte pas très cher, tu vois, ça coûte c'est beaucoup moins invasif que ce dont tu parlais. Ça coûte je crois 120 euros. Typiquement quelqu'un ouais, qui a des apnées du sommeil, il peut mettre ça, tester avec le ouais, Mashou Relax et voir s'il en c'est fait ça. toujours quoi. Bah, peut-être que WeSing peut se rapprocher de Machuyu. On va Eh leur ben, en écoute, je te mettrai en- en relation. Je connais en- le head of product que j'ai reçu sur Limitless aussi, et ils sont toujours vachement intéressés par ouais, le fait de faire ouais, des études, ouais, comme je etc. te dis, il faut être scientifique. Bon, on Je, donnera le nom je vous mettrai, d'Isabelle Grapron-Quat, donc, qui est je la vous, dirigeante de Machuyu. je vous mettrai en relation et ça pourrait être hyper intéressant. Ok, je reviens sur les joueurs de rugby. Donc tu disais que les joueurs de rugby, ils avaient des douleurs potentiellement cervicales, dorsales, enfin lombaires, pardon, et puis des raideurs aux ischio-jambiers. Je pense que les raideurs aux ischios, c'est un mot classique partagé par la population générale autant que par les sportifs. On est de plus en plus raide de la chaîne postérieure. Il y a probablement plusieurs facteurs qui expliquent ça, notamment le fait d'être de plus en plus sédentaire, d'utiliser beaucoup la chaise qui te met toujours dans des positions très raccourcies, une forme d'amnésie des fessiers aussi, dont certains préparateurs physiques notamment parlent. Mais donc potentiellement, ça peut être lié à cette modification du centre de gravité, pardon, qui te donne Ouais, l'impression de tomber en arrière et qui fait qu'on est toujours en train de compenser, donc ils sont toujours un petit peu en tension. C'est ça que tu as pu constater chez ces joueurs de rugby. Et est-ce que l'utilisation du Mashou Relax a permis de gagner, par exemple, en amplitude, en souplesse mhm. des ischios? On a fait quand même 5 années, donc en suivant les joueurs. Donc j'étais aidé d'une orthoptiste. Voilà, j'ai essayé de faire le truc complet, quoi, comme on me l'a appris. L'orthopsie, c'est le truc des yeux? La kiné des yeux, oui. Ouais, la kinésio. De rendre les dents, c'est pas si on a besoin de lunettes, c'est rendre les yeux parallèles, quoi, Pour la mobilité, ouais. pour la mobilité. Podologue, très bon podologue, Benoît de la Porterie à Bordeaux. Et on avait fait un logiciel, tout ça, c'était Vincent Manta qui était préparateur, donc c'est lui qui s'occupait des enfants. En fait, l'enfant, c'était des enfants. Ils avaient 15 ans, tu disais. Oui. Donc par rapport à moi, il faisait déjà 20 cm de plus. Mais très charmant, et très gentil ces gens-là. En fait. Et il y avait des améliorations. Il y avait moins de blessés. C'était ça notre objectif. Hein. Alors après, évidemment, il y avait des ostéopathes, les kinés. Certains sont partis à l'Union Bordeaux-Bègles. Donc il y en a quelques-uns qu'on entend parler, qui étaient dans ce groupe-là. Apparemment, c'était bon, quoi. On allait dans le bon sens. Difficile encore de prouver que tel muscle allait mieux, mais il y avait moins de blessés. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, difficile pour le risque de blessure, mais par exemple, vous auriez pu mesurer l'amplitude Ouais, ouais. En Jefferson curl, enfin tu vois, t'essaies de toucher tes pieds en gardant les jambes Ah tendues. oui, ah ouais. Oui, alors là, les avants, impossible. Hein. Les chaînes postérieures, comme tu disais, elles ont terriblement, ils arrivent au genou. Hein. C'est un avant, parce qu'ils font en même temps, ce sont des sportifs. Encore, ils sont à peu près, ils voient le long terme encore un peu, les rugbyman. Mais il y a la fonte, quoi. Ils font de la muscu. Il y a beaucoup de choses qui sont pas très naturelles non plus, quoi. Après, la muscu, le renforcement musculaire, je pense qu'en soi, c'est Ouais. une bonne chose, mais il faut qu'elle soit équilibrée. Et donc, Ouais, souvent, on ouais. fait beaucoup trop de mouvements de squat, de poussée, etc. Et pas assez de la chaîne postérieure, notamment des hip thrusts, des soulevés de terre, jambes tendues, ce genre d'exercice. Donc, il y a un déséquilibre des masses musculaires qui fait que ça te tire d'autant plus, quoi. Ce que j'étais très satisfait quand même que ce soit fait, c'était la routine aussi d'étirement, quoi, en semaine. C'est pas forcément le jour J, on vient de courir, allez, on fait les étirements, on voit les gens là sur les. Mais le lendemain, oui. Donc il y avait toute cette routine. C'était professionnel quand même. Moi, j'étais juste un maillon de cette chaîne-là.
c'était quand même professionnel. Donc, il faisait les routines d'étirement, tout ça, tous les jours, quoi. Euh, je ne sais plus exactement à quel. Donc, je pense que tout ça est bon, quoi. Et puis, encore une fois, il faut s'adapter à la morphologie de la personne que tu as en face de toi. C'est ça, d'être professionnel. Mm. Après, tu mentionnais les orthoptistes. Moi, j'ai été en voir un, mais de mon propre chef, parce que j'ai un œil qui est très très mobile et l'autre absolument pas. Ce qui fait que tu parlais de compensation tout à l'heure, ça crée plein de compensations. Tu vois, je suis un peu, comme je vais avoir tendance à tourner un peu plus la C'est ça. tête d'un côté, et ben, ça a créé des compensations au niveau de mes épaules, de mes pectoraux, enfin de mon dos. En fait, je suis un peu tordu, quoi. On compense. Voilà, exactement. Et en plus, j'ai une jambe qui est un peu plus courte que l'autre. Alors, ça doit jouer là-dedans. Et en même temps, il ne faut pas s'en formaliser. Comme tu l'as Tout dit à tout fait. à l'heure, on n'est pas fait pour être symétrique. Et puis le corps, au final, regarde, je fais des sports hyper variés, je me blesse pas, j'ai pas de douleur. Donc a priori, il est quand même bon pour ça. Mais pour autant, constatant ce manque de mobilité d'un de mes yeux, j'avais envie d'essayer de le corriger, d'autant plus que ça peut me gêner dans certaines choses. Par exemple, tu vois, si je suis en train de courir, que je veux traverser une route, je vais toujours tourner la tête du même côté parce que de l'autre côté, donc que je sois du côté droit de la route ou du côté gauche de la route, je vais toujours tourner la tête du même côté pour regarder derrière moi parce que de l'autre côté, j'ai l'impression de manquer d'angle, tu vois, de ne pas avoir une vision périphérique suffisamment importante. Ou un exercice avec une kettlebell qui s'appelle le Turkish Get Up. Donc en fait, tu pars du sol, tu développes ta kettlebell au-dessus de la tête, puis tu dois te relever du sol à partir du sol. Et en fait, il faut la regarder parce que sinon, en fait, tu dois vraiment faire en sorte que ton centre de gravité, qui va changer à chaque étape de ton relevé, soit toujours bien aligné parce que sinon, tu te la prends dans la tête, quoi. Et donc, il faut la regarder. Donc, d'un côté, j'arrive bien à la regarder, et de l'autre, je suis gêné, tu vois, je louche un petit peu, et donc ça me gêne. C'est des détails, hein, je suis d'accord, mais c'est juste pour montrer un peu le côté symptomatique. Et quand j'ai été voir un orthoptiste, elle m'a dit en fait, j'ai plus que 10 sur 10. Bon, ça, tu me diras, c'est différent, c'est de l'ophtalmo. Ouais, ouais. Mais j'ai une bonne Ouais. vision, etc. Ouais, globale. Enfin, pour elle, il n'y a pas de problème, tu vois. Il n'y a pas d'intérêt à travailler ça. Alors que moi, je remarque que j'ai ouais. l'impression que plus je grandis, plus je perds, si tu veux, en mobilité de cet œil. Je remarque même parfois quand je lis le soir sur ma Kindle, où je vais avoir tendance à être toujours un peu plus de travers. Et donc je me suis dit, bon, comment est-ce que je me corrige tout seul? Et donc il faut que je crée une contrainte. Donc je vais m'acheter un œil de pirate pour fermer l'un de mes yeux, et puis quand je vais me promener, obliger l'autre à plus travailler. Mhm. Donc j'ai fait ça un petit peu. J'ai pas l'impression que ça ait corrigé grand-chose, mais peut-être que je l'ai pas assez fait ou pas assez longtemps. Ça t'évite de passer en pathologie pour d'autres choses, dans Peut-être. 10 ans. J'espère en tout cas que ça contribue un petit peu. Mais c'est ça pour dire que Ouais. Les médecins ne sont pas formés quand même on n'est la pas, enfin posture. ouais, on cherche ce pas dont- l'optimum, tu vois, on cherche l'état minimum de santé. Tant que t'as pas de pathologie, en Voilà. fait, concrètement, t'as pas de problème, quoi. Voilà. Il n'y a pas de prévention, il n'y a pas de. On est, en fait, tout ce qu'on dit, c'est pas simpliste quand même. Mais c'est trop simple pour un médecin. Qu'est-ce qu'il va dire? Mastique, t'imagines, ton généraliste, il dit oh, il faudrait mastiquer plus à droite. Pour lui, il va dire mais je rigole ou quoi? Alors que c'est peut-être important pour l'ATM, peut-être qu'il a des tensions permanentes à cause de ça. Et on n'en parle pas, c'est trop simple. Et les dentistes aussi. Alors ça commence à bouger un peu parce que c'était l'idée d'ailleurs de notre travail de passer par le grand public. Voilà. Passer par la fac, expliquer de devenir prof de fac, impossible. C'est la mafia un petit peu. Bon, ça marche bien, mais enfin, c'est difficile quand même, hein. Alors donc on est parti et dit bon, écoute, c'est trop simple, vous n'en voulez pas, très bien, on va le faire. Et puis on l'a fait. Et donc maintenant, tu achètes ça à 18,50 € sur Internet et tu as un machouillou qui va aider ton enfant. Et puis donc du coup, c'était notre travail d'avoir rendu l'objet encore plus simple parce que tous nos objets, il y a un sens, mais si tu le mets à l'envers, c'est pas grave. J'ai calculé que bon voilà, on peut pas, je peux pas soigner tout le monde. J'en sois déjà des centaines par an. Il y a des voilà, donc on est parti sur cette idée efficace. On a tout mis, tout notre savoir est dans chacune des gouttières. La posture, la réflexion sur les ATM, tout. On a tout ce que je connais, on a mis. On n'a rien, on donne tout, quoi. Et ça, c'était le travail d'Isabelle, de faire le moins cher possible, que ce soit propre, made in France, des bons colorants. Donc après, c'est tout un travail à Bordeaux. Il les scrute un par un pour faire le service qualité.
Donc tout est fait en sachet, voilà. Et puis finalement, 10 ans après, la société est toujours là et elle progresse encore de façon extraordinaire. Ça s'est diffusé un peu à l'étranger maintenant, beaucoup en Suisse, Belgique, Hollande, je crois un peu en Allemagne, au Maroc. Donc ça, voilà, c'est parce que finalement notre objet il est universel. Il va dans la bouche de n'importe quel terrien. Donc, on a parlé des avantages pour rééduquer la bouche des enfants. On a parlé de l'aspect respiration et sommeil. On a évoqué les douleurs cervicales et les douleurs lombaires. D'ailleurs, j'ai un ami, Rudy Koya, qui l'utilise et qui trouve que ça réduit justement ces tensions cervicales. C'est sûr. Il y a peut-être un dernier point qui est lié au fait de réaligner les Ouais, dents. ouais. Est-ce que une fois adulte, avec seulement ça, on peut réaligner les dents? Moi, très honnêtement, je l'utilise depuis plusieurs mois, je trouve ça super, mais j'ai la mâchoire du bas qui est reculée par rapport à ma mâchoire du haut. J'ai pas l'impression que ça ait changé quelque chose, et je me dis, j'ai du mal à croire que avec quelque chose qui exerce quand même une force quand même relativement faible, je puisse rééduquer une mâchoire qui pendant des années et des années a été déséquilibrée. Ceci étant, je précise quand même que au début, c'était inconfortable de le mettre pendant la nuit parce que justement, je sentais que ça me faisait des tensions, tu vois, Sur et les même dents, des douleurs après quand je l'enlevais. bien sûr. D'ailleurs, parfois, j'avais même des saignements un petit peu, et maintenant, plus du tout. Donc, et donc là, je donne un contre-argument à ce que je disais précédemment. Ça montre bien qu'il y a dû y avoir quand même une modification structurelle, parce que maintenant, il me gêne absolument pas la nuit, tu vois, j'ai jamais de douleur ni rien, tandis qu'au début, j'en avais comme si ça créait une tension auquel mes muscles ou mes os n'étaient pas Mm. habitués. Tu as fait une photo avant? Non. Voilà, il faut faire une photo parce qu'on ne se rappelle jamais de comment on était 3 mois avant. Mais tu peux encore faire une photo. D'en serrer, dans bout à bout, comme j'ai dit. Déjà, c'est pas mal. Alors, Quand tu dis d'enserrer, donc d'en je serrer serre les sur maxillaires, d'en serrer sur les molaires du sur les fond, molaires, ouais. l'occlusion, quoi, de Est-ce que base. c'est normal déjà que si je veux serrer à l'arrière, je dois choisir le côté? Ah non, Je devrais pouvoir toucher les deux côtés en même temps? ah oui. Ouais, je fais comme ça, mais c'est Tu pas te claques agréable. des dents, ça Oui, tombe non, pas. oui, si, je peux toucher les deux. Mais par C'est défaut. ça l'occlusion, Ok. des deux côtés normalement, quand même. Ouais, oui. Enfin, il y a un peu de tout, mais Non, mais parce que par défaut, par tu contre, as c'est vrai plus qu'il y a un envie, peu si en tu veux qu'elle arrière. soit parfaitement alignée à l'arrière, tu es obligé de choisir un côté, on est d'accord? Bah oui, parce que celle du bas est plus petite, forcément. Pour mastiquer, il faut décaler, mais normalement, tu as quand même une occlusion. Oui, non, T'as quand si, là même, c'est bon, là j'arrive à t'as toucher quand les même deux. une Ouais, occlusion. ouais, ouais. Alors, toi, par exemple, c'est vrai que tu as la mâchoire un petit peu en arrière. Un conseil de plus, c'est grignotage avec les dents de devant. Clac, là, tu avances. Et là, tu te fais de la kiné un peu des ATM. Alors pourquoi? Ça, c'est la cerise sur le gâteau, en quelque sorte. D'abord, tu dis c'est la cerise sur le gâteau. Est-ce que c'est un problème d'avoir les dents de devant en avant? Enfin, les dents du haut en avant. Alors, pour un enfant, euh, dire à un enfant qui a 8 ans, il a ses dents qui sont sorties, il suce toujours son pouce, on va dire, ce garçon. Il a les dents en avant, un peu, la mâchoire du bas en arrière. Quand même, il y a un tout petit truc, s'il tombe, il peut casser ses dents. Il y a beaucoup de succion du pouce avec une incisive cassée. Ouais, Le c'est bord de la arrivé à la piscine, sœur de ma femme quand tu elle était vois, enfant. le coin de la baignoire, voilà. Donc, je trouve que dire à un enfant, revenez nous voir à 12 ans, là, j'ai pas de solution, mais quand elle aura plus ses dents de lait, je pourrai mettre des bagues et tirer tout ça en arrière. Un peu de perte de chance. Voilà, il faut quand même voir dans la totalité, hein. Bon, on est des soignants, on est censé prévoir. Bon. D'autant plus qu'il y a on sait soigner. Alors, quand même, en orthodontie, on voit de plus en plus d'enfants pris en charge, quand même, je dirais, hein, 7-8 ans. Alors, ici, nous travaillons sur du silicone, qui est mou, mais qui est à mémoire de forme. Il reprend sa forme. Et à l'intérieur, donc, il y a des toboggans. On n'a pas mis la marque des dents. Donc, toi, tu mettais ça au départ dans ta bouche. Et tu avais peut-être une dent un peu plus en avant, ou je ne sais pas. Et cette dent en avant, comme c'est assez mou, a déformé l'appareil. Tout notre travail, c'est quand même d'avoir fait que toutes les dents, il faut que toutes les dents soient à l'intérieur. Il faut mettre les dents par-dessus, quoi. Et les mémoires de forme dans ta nuit, ben, petit à petit, tac, ça te les repousse. Alors toi, tu as les dents alignées quand même. Donc tu ne sens pas trop. Ça va, il n'y a pas ça.
Et ton histoire de mâchoire en arrière, quand même, si on ventile par le nez, si on déglutit en serrant les dents, avec la langue au palais, un petit peu, et pas mettre la langue entre les dents. C'est les dents devant. Non. Ça, c'est bon, j'ai la langue bien au palais. Voilà. Et mastication alternée, théoriquement, ta mâchoire va petit à petit s'avancer quand même. Donc avec ça, on a mis tes dents du bas, ça fait les dents du haut et les dents du bas en même temps. Donc du coup, il y a l'avancée mandibulaire, et puis il y a les toboggans. Donc c'est la force, quand tu mâchonnes un peu ça, c'est ta force musculaire qui est transmise aux dents par les toboggans. Et les dents commencent à glisser. Alors si tu veux de l'orthodontie, pour les enfants par exemple, il faudrait que tu le portes aussi, ou l'enfant, c'est la même chose pour n'importe quel âge, 1 heure par jour aussi. En plus de la nuit. En plus de la nuit. Parce qu'on n'a pas le même fonctionnement éveillé et endormi. Okay. C'est vrai que je le fais pas pendant la journée. Voilà. Alors fais-le pendant 3 semaines. Alors tu peux faire une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi. Tu peux le faire peut-être pendant ta routine d'étirement. Donc tu peux pas parler avec. Là, tu peux pas faire ça dans un podcast, mais tu peux le mettre en voiture ou quoi. Ou, si tu rentres, bon, pas dans le train, c'est pas très convivial non plus. Mais donc 1 heure éveillé, 3 fois 20 minutes. On avale sa salive là, pas la nuit, comme tu disais. On respire par le nez. La langue est bloquée. Voilà, on éduque la déglutition. Et parfois, on stresse le jour aussi. Parfois, il y a des bruxismes diurnes, des bruxismes centrés. On ne grince pas des dents. Pas le bruxisme excentré, mais il y a le bruxisme centré. On serre les dents. De plus en plus. Clenching, ils appellent ça aux États-Unis. Donc ce clenching, là, on l'enlève direct. Et on le remet la nuit, parce qu'effectivement, la nuit, on peut avoir la bouche ouverte. Dès qu'on s'endort, on ronfle, on peut grincer des dents la nuit, on se réveille le matin, du coup on a mal aux muscles ou au cervical. Donc on a étudié ça pour éduquer le côté éveillé en inocclusion. Là, les dents, donc tu vois, le freeway space, on appelle ça, qu'on a en ce moment, dans l'inocclusion. C'est la norme, c'est normal que les dents ne se touchent pas. Elles se touchent 20 minutes par 24 heures. 1 seconde et demie quand on avale sa salive. Et puis, quand on mange, quoi. Encore, il y a l'aliment qui s'interpose. Donc, on prépare ça. Tu le mets sans réfléchir, 1 heure par jour. Tu le mets sans réfléchir la nuit. Tu fais attention quand tu mastiques. Et tes dents vont s'aligner. En combien de temps ? Tout dépend du point de départ. Oui, j'imagine. Mais... si tu gardes Oui, mais juste pour avoir des ordres de grandeur, 84 d'années. Au cabinet dentaire, alors, on utilise des machouillous, mais de professionnels. J'ai 100 formes différentes, à peu près. Des petits, des grands, des plus épais devant que derrière, des durs, toujours en silicone. 80%, 1 an après, ils ont les dents alignées. Quand tu dis aligné, c'est-à-dire que là, par exemple, ma mâchoire qui est en arrière, parce que il y a quelqu'un, il y a une orthodontiste une fois. Bon, c'était pas pour une consultation, je la voyais en dehors de. C'était une amie d'amis. C'était pas du tout je venais pas la voir de façon intentionnée, si tu veux. C'est juste qu'on discutait. Ouais. Et elle me disait que d'ailleurs en dentaire, il y avait plein de gens qui, comme moi, ont la mâchoire du bas un petit peu en arrière. Ouais. Et ce qu'ils font pour avoir les dents bien alignées, c'est qu'ils cassent les mâchoires. C'est la mode. Hein. Quoi ? C'est la mode maintenant. Hein. Oui, voilà. Alors, donc elle me disait que si moi je voulais être aligné, il fallait que je casse ma mâchoire, etc. pour la refaire. Je suis pas d'accord. Là. Pour les prognates, donc l'inverse de toi, qui ont la mâchoire en avant, le menton en galoche, si c'est disgracieux, oui. Hein, si on te demande de reculer ta mâchoire, tu peux pas, quoi, c'est bloqué. Donc c'est ce qu'on leur demande. Donc pourquoi pas, là oui, une chirurgie esthétique, qui en plus, souvent les prognates respirent par la bouche. Ils ont un petit palais, parce que ça, en bas, c'est grand, mais pas en haut. Donc là, voilà, on casse le bas, on recule, on casse le haut, on avance, on peut les aider pour éviter des apnées du sommeil, et puis pour l'esthétique. Après, il faut se méfier, parce qu'il y a des séquelles. Hein. Les lèvres peuvent être anesthésiées, il peut y avoir des petits bouts de peau en dessous, si tu recules. Il faut refaire, enfin, c'est pas, on sait pas. Maintenant, ça devient un peu la mode, l'orthodontiste, avec ses bagues, il aligne des dents, ça marche à 100% de réussite. En fait, aligner des dents, c'est facile. Voilà, 80% de réussite en 1 an. Parce que les dents bougent.
Donc il faut, si l'enfant est sérieux, si l'adulte est sérieux, même durée pour un enfant que pour un adulte. On garde le même os finalement, cet os alvéolaire. Mais chez un enfant, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on a fait le plus tôt possible, à 2 ans, parce que c'est sa structure. Voilà, il est né, il est un peu décalé, sa structure est un peu décalée, ses oreilles ne sont pas au même niveau d'un côté que de l'autre. Nous, on met la mâchoire en place, c'est l'os mobile du crâne. Et ben les oreilles, donc ça, je suis en train de le prouver, je vais faire des exercices là-dessus, vont peut-être se symétriser aussi. Donc chez un enfant, on va faire du crânien aussi. Chez un adulte, c'est l'os alvéolaire. C'est l'os qui vit et meurt avec la dent. Au fur et à mesure que la dent sort, en fait, et la racine se fabrique. Et c'est en fabriquant la racine que la dent sort, en fait, et fait tomber la dent de lait. Mais cette fabrication-là fabrique l'os aussi, qui va avec. Et quand, si malheureusement on arrache une dent ou quoi, ben, l'os disparaît. L'os alvéolaire. Pas l'os de structure, mais l'os alvéolaire. Donc c'est cet os alvéolaire qui va jouer sur l'orthodontie. Et ça, c'est assez facile. Mais il y avait Olé, les plaques de Olé, c'était un grand orthodontiste américain. Il disait, je donnerai 80% de mes honoraires à qui fait la fin de mes traitements. Parce que c'est la fin qui est emmerdante. Il faut le dire, c'est pour un enfant. Comment on fait pour faire la fin d'un traitement? On fait une contention. Ça redure 2 ans. On a peur que ça rebouge. Alors on leur donne une gouttière, il faut qu'ils la mettent. S'ils ne la mettent pas génial. Et la plupart du temps, maintenant, on met un fil de contention. Hein, tu connais ça? À l'arrière des incisives, en bas et maintenant aussi en haut, la plupart du temps, les 6 dents du bas sont collées toute la vie. C'est comme s'il y avait des bagues toute la vie. Donc, il n'y a plus de vie, des racines et plus rien, quoi. Il y a du tartre, on ne peut plus passer le fil dentaire, on peut plus. C'est bizarre, ces contentions. Et en haut, pareil. Donc là, l'ostéo, il va dire, ouh là là, virez-moi tout ça, parce que moi, je sens que ça bloque les mouvements crâniens. Alors, cette contention, c'est ça le problème. Mais en fonctionnel, on prétend que si on respire donc par le nez, si on met la langue au palais à la déglutition, donc là, tu es en 2D, tu serres tes dents, et normalement, tu trouves ton occlusion. Donc là, en serrant les dents un peu, en avalant sa salive sans mettre la langue dans les dents, on vient de se remettre nos dents en place. C'est ça l'occlusion. L'occlusion, les dents bougent tout le temps, on est tout le temps en train de les mettre en place. On a dit que ça tenait 20 minutes, ça se touchait 20 minutes par jour, mais c'est que des secondes. Des petites secondes. Et toutes les 20-40 secondes, on serre les dents, on se remet ses dents en place. En 2D. Et nous, on est en 3D. Donc en fonctionnel, la 3e dimension, c'est en quinconce, sur les canines molaires. Quand on mastique à droite, on se remet des dents en place. En quinconce. À gauche aussi, si on peut. Devant aussi. Les 4 incisives du bas touchent les deux du haut. Donc c'est très primitif ce que je raconte. On revient un peu au crâne de la préhistoire. Mais moi, je veux que ça s'use. Je veux que ça soit équilibré à droite, à gauche. Et si on fait ça, ça ne bouge plus. Donc c'est ça, l'objectif de l'orthodontie fonctionnelle, c'est de ne pas avoir de contention. C'est la stabilité. Ce n'est pas l'esthétique. S'il y a une petite dent tordue en bas, il faut que ce soit joli, que l'enfant soit satisfait de son sourire. Mais il l'est toujours. Mais peut-être qu'il y a une explication. Il y a un petit décalage. Voilà, on n'est pas symétrique. Il faut le garder, ça. Parce que si on s'attache à remettre cette dent droite, peut-être qu'on va redécaler un peu la mâchoire et le gamin va dire « Ah oui, mais maintenant que vous m'avez collé mes dents, j'ai des migraines. » quoi. C'est du vivant, c'est pas normal d'avoir 6 dents plus 4 en haut, 10 dents collées ensemble. Quoi. Et finalement, ce que tu dis, c'est assez logique parce que la gouttière ou le fil qu'on met derrière, c'est une contrainte mécanique. Tandis que de l'autre côté, tu donnes une raison au corps. Enfin, tu sais, tu as cette fameuse phrase qui dit tout ce que tu utilises pas, tu le perds. Ben, là, en l'occurrence, ça devient fonctionnel parce que tu utilises vraiment tes deux côtés, les deux côtés de ta mandibule, tes incisives, etc. Et donc, tout est utilisé. Et donc, le corps entretient quelque part la structure pour la fonction. Bien sûr. Oui, la fonction donne la forme. Quoi. Mais tu vois, on parlait de disruption, de stress, de choses comme ça. Moi, je veux qu'on soit dans le présent quand on mange. Quoi. Un peu à l'asiatique, on ne parle pas, enfin, on mastique à droite. Et les enfants comprennent ça. Ça devient un jeu. Pour ceux qui aiment jouer, ça devient une relaxation, bien mastiquée. C'est génial. On mange des bonnes choses. Quoi. Et d'ailleurs, en parlant de
de cet acte de manger et puis de cet héritage un peu paléo dont tu parlais, est-ce que tu as étudié un peu les travaux de Weston Price? Euh, c'est sur l'alimentation paléo, sur le cétogène, truc comme ça À aussi. Weston Price, c'était un dentiste dans les années, je crois, Ah, Price, oui. je sais plus très bien quand, et donc Fin du qui 19e a été siècle. rencontré, ouais, voilà, qui a été Oui, oui, je rencontré des connais. Oui, tribus de j'ai lu partout dans ça. le monde et qui a cartographié, qui a fait des photos. Déjà, il Ouais. regardait la prévalence des caries, mais il regardait aussi la forme des crânes et Ouais. des mandibules. Et lui, sa conclusion, en gros, c'est que que globalement, c'est la faute aux glucides, raffinés notamment et au sucre, qui crée ces problèmes à la fois fonctionnels et en même temps les caries. Ouais. C'est-à-dire que, oui, alors Weston Price, du coup, ça m'est revenu, c'était l'université de Michigan, je pense. Et si tu veux, c'était fin du 19e siècle, aux États-Unis. Donc, fin du 19e siècle, il y a plein de choses aux États-Unis. Il y a aussi le racisme, il y a l'industrialisation. Et ils se sont rendus compte que les enfants d'une génération avaient les dents tordues chez eux. Et ils ont inventé, mais c'était déjà inventé même par des Français au départ. Pierre Fauchard, 18e siècle, avait écrit 12 traités sur l'orthodontie. Il avait déjà déplacé des dents. Il a prouvé que c'était possible. Et donc, il a été voir effectivement des Péruviens, il a été voir dans l'Amazonie, et il a dit, mais là-bas, ils ont gardé leurs dents alignées. Sauf ceux qui étaient dans les villes, au Brésil, C'est choses ça, comme ouais. ça. Et tac, les canines. Donc souvent, les canines sortent à 12 ans, les canines du haut. Et si les dents, si la bouche n'a pas bien grandi, ben, on a des canines de vampires, quoi, qui t'arrivent. Et donc, et là, même chez eux, ils avaient des. Donc ceux qui étaient restés, on va dire, en forêt, quoi, avaient les dents alignées, et pas les autres. Et donc, il a déduit effectivement que c'était l'alimentation, tu as raison, qui avait changé. Donc, on est dans la mastication, on est dans ce qu'on raconte. D'ailleurs, L'arrivée du sucre, dès ouais. le départ, il y avait deux écoles. Donc, lui, les fonctionnalistes, et les autres, les mécanistes. Alors, je peux te raconter une histoire pas très drôle. C'est Tweed, docteur Tweed, qui a inventé. Alors, les bagues à Weiss, c'était déjà inventé. Eux, ils étaient à tirer les dents avec des fils. Et, et donc, il trouvait donc que ces enfants-là, je te parlais de la fin du 19e siècle, quand on suce son pouce, on a les dents en avant, on a les dents écartées. Donc, si c'est un peu exagéré, on a aussi les lèvres en avant. Et, et donc, il trouvait que ça avait un profil négroïde. Et cette espèce de dentiste qui est un peu détestable, qui était très connu, on apprend encore les, les analyses de Tweed, de crâne de profil, il a décrété qu'il fallait arracher les prémolaires pour tirer les canines, donc qui étaient en haut, tirer les canines à la place des prémolaires, tirer les incisives, arracher les quatre prémolaires, en bas aussi pour que ça soit symétrique. Et c'est lui qui a inventé cette orthodontie avec des bagues, avec extraction, dont on parle aujourd'hui pour les apnées du sommeil. Et on fait encore ça, quoi. On enlève des prémolaires parfois, alors qu'il y a de la place même. Parfois parce qu'il n'y a pas de place, mais il faut faire de la place. On n'est pas en urgence. Il faut quand même prendre en soin le petit humain qui est en face de nous. Et donc, c'est ça. Alors, entre Price et Tweed, il y avait cette équipe mécaniste qui tirait sur des dents, avec des élastiques, des ressorts, et les fonctionnalistes, j'essaye d'être un digne héritier. Chouette. Bah écoute, j'arrive un peu au bout de mes questions. Je pense qu'on a fait un bon tour sur tous ces sujets. Il y avait un autre sujet que tu voulais aborder ou bien tu trouves qu'on a fait dressé un tableau assez Non, complet? j'ai trouvé intéressant, charmant cette discussion. Oui. J'aime bien terminer ces épisodes par un petit takeaway. S'il y a deux, trois key points que les auditeurs peuvent emporter avec eux, qui peuvent appliquer dès demain dans leur quotidien et qui peuvent potentiellement changer leur santé, leur longévité, leur bien-être, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Bah, pour les enfants, de poser la fourchette à table quand ils ont mis quelque chose dans la bouche, pour mastiquer mieux, Oui, pour manger plus lentement. Ouais. manger plus D'ailleurs, lentement. c'est un truc qui peut être appliqué chez les adultes aussi. Tout à fait, tout à fait. Bon, par rapport à mon métier, bah, de ne pas stresser. Parce que parfois, on dit, oh là là, on vous met en tête des choses. Parfois, les gens, euh, de ne pas, comment dirais-je ça, les parents, on les charge de beaucoup de choses, quoi. Et parfois, j'ai cette vision de cette maman. Son fils était là, puis je dis, bon, c'est un peu décalé.
ça va, comment il fait pour manger? Oh, il mange à toute vitesse, tout ça. Non. Et je lui dis, bon, ben non, mais alors, en quelques mois, on va déjà résoudre beaucoup de problèmes. Et cette femme-là, elle s'est écroulée en pleurs, quoi. Parce que dans un autre cabinet, avant moi, on lui avait dit, mais vous avez vu dans quel état il est, votre fils? Vous avez vu ces trucs-là? Et alors, et culpabilité à fond. Donc, vraiment, soyez pas, ne vous culpabilisez pas de choses. C'est l'environnement qui pose des problèmes. Nous, on fait ce qu'on peut. Chacun fait ce qu'on peut. Bon. Donc, quand même, revenez à des choses simples. C'est pas idiot de prendre son temps à table. C'est pas idiot peut-être de ne pas courir comme un dératé. Moi, je vois, parfois je venais à vélo au cabinet, je voyais des gens courir ou à vélo en face de moi, bouche grande ouverte. Je dis, bon, non, il faut se préparer à faire du sport, il faut pas faire n'importe quoi. Donc, soyez cool avec vous, prenez votre temps, voilà, c'est des choses simples. Et puis nous, ben, on est là, observez aussi votre enfant. Si parfois il y a des difficultés, ben, regardez-le, ses dents. Puis voilà, vous êtes aussi à même que moi de déterminer s'il y a un problème ou pas. Donc, en orthodontie fonctionnelle, trouvez un fonctionnaliste autour de vous, il y en a encore quelques-uns. Quand même, dans les cours de professionnels orthodontistes, il y a des cours de fonctionnels. On ne peut pas mettre des bagues à un enfant s'il met la langue entre les dents 2000 fois par jour. Enfin, ça semble simple, ce n'est pas le cas. Donc, soyez réaliste, soyez observateur. Dans mes cours, je dis toujours observez, réfléchissez et agissez après. Enfin, voilà. Des choses simples, quoi. Des choses simples, mais emplies de sagesse. Une sagesse peut-être que beaucoup d'entre nous perdent. Donc, merci de nous le rappeler. C'était un épisode passionnant. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi sur ces sujets, d'autant plus qu'on les avait jamais abordés sur Limitless. Ouais. Malgré, tu me le demandais tout à l'heure, près de 150 épisodes enregistrés. Donc voilà, donc c'est super. Je mettrai de toute façon tous les liens dans l'article lié associé. Et puis, je vais continuer mes petites explorations. Je vais faire des petites photos de moi-même. Et s'il y a des auditeurs qui veulent participer un peu à tes études et nous faire des retours, c'est avec grand plaisir. Je vais continuer à essayer d'aider ma fille aînée à arrêter le pouce, même si c'est quand même en bonne voie, je dois l'avouer. J'ai un petit peu noirci le tableau. Elle est en progression sur le sujet. Et puis voilà. Ouais, super, bravo. Mais merci à toi et à ton travail. Merci. À bientôt. Ouais, à bientôt, super.